Amis, ennemis, rebonsoir. Pardonnez-nous pour ce petit souci technique indépendant de notre volonté. Sortie mal réglée, ça peut arriver. Bienvenue dans l'arène. Mon cher Maximilien, je te laisse te présenter. Bonsoir Loïc, bonsoir les tribuns, bonsoir à toutes et tous qui nous regardaient et qui avaient eu la patience d'attendre que nous réglions ce problème micro. Je me présente, je suis Maximilien Poulain, j'ai 20 ans, je suis roux, je suis en double master histoire et sciences politiques et j'ai l'audace d'être un jeune socialiste de 20 ans en Seine-et-Marne, le département du premier secrétaire, Olivier Faure. Mon cher Noah, je t'en prie. Alors bonsoir, merci encore à Tribun de l'invitation. Noah Nisius, 21 ans, militant des Jeunes Insoumis des Yvelines et sympathisant France Insoumise à temps plein. Merci à tous les deux d'avoir répondu positivement à notre invitation. L'arène, toute première de l'année 2025, top générique. Nous testons ce soir un nouveau format. J'apparais d'une autre manière, en voix off, pour laisser véritablement la place à nos invités de chic et de choc, et pour laisser la place au débat, bien entendu. Un débat haletant, peut-être houleux, sur l'actualité chaude de la politique française, et notamment du nouveau Front populaire, de la gauche en général, l'état de la gauche aujourd'hui en France, l'état de cette alliance, avec donc nos deux représentants, l'un du Parti socialiste et l'un de la France insoumise. Mais avant d'attaquer ce débat, petit tour de l'actualité française et internationale avec le billet d'humeur. Messieurs, Donald Trump est devenu officiellement hier 47e président des États-Unis d'Amérique. Et déjà de premières polémiques. Peut-être allez-vous parler d'Elon Musk. Peut-être allez-vous parler de ce qui s'est passé lors de ces meetings de présentation, avec ces dîners un petit peu spectacles, fantasques, que sais-je. Messieurs, d'abord une réaction sur ces premières heures de mandat, si je puis dire, et puis comment voyez-vous la suite? Comment voyez-vous ces 4 ans? D'abord à l'échelle américaine, et puis pour nous, Européens, et plus particulièrement pour nous, Français. Mon cher Noah. Bah écoutez, l'élection de Donald Trump en novembre nous montre qu'en fait c'est une défaite de la gauche. Une défaite de la gauche parce que la gauche tout simplement n'a pas su exister dans le débat de la présidentielle américaine, que la gauche là-bas est faible, qu'au final il n'y avait que le choix entre le libéral et l'extrême libéralisme. Donc au final, le choix qui s'impose aussi pour les Américains, c'est pas d'alternative. Pas d'alternative possible, ni pour les Américains, ni pour l'écologie, ni pour le social, ni pour le sociétal. Et au final, on se rend compte que les Américains espèrent quelque chose d'autre, une alternative, mais qui pour l'instant n'est pas encore présente. Merci mon cher Noah. C'est le même argumentaire que tout à l'heure. C'est le côté multiverse de mon cher Maximilien. Je partage la crainte évidemment du retour de Donald Trump, et la journée d'hier a parfaitement synthétisé tous les problèmes du Trumpisme, hein, puisqu'il a annoncé quand même dès la 6e seconde de son premier discours d'investiture la rupture de l'état de droit, la rupture des libertés fondamentales, la rupture de certaines libertés politiques, un état d'urgence aux frontières, qu'il allait forer comme un bourrin pour le dire autrement. Qu'il allait sortir des accords du climat. Tout ça, nous le savions, et tout ça fait enfin peur parce que c'est vrai, parce que ça arrive et parce que ça arrive très vite et très fort. J'ai mais évidemment deux craintes encore plus particulières, c'est que contrairement à 2016, il n'y a pas eu de mouvement de masse des Américains dans les rues pour manifester contre Donald Trump, comme ça avait pu être le cas en 2016. Et les institutions sont totalement à ses pieds. Les nominations, certains experts disaient que le Sénat allait refuser certaines nominations délirantes de Donald Trump. Ce n'est pas du tout le cas. Ce qui m'étonne encore plus, c'est la dimension spectaculaire que nous semblons lui attribuer parfois, et encore plus aujourd'hui, comme je te le disais tout à l'heure, alors que vraiment, et je vais essayer de faire passer ce message aujourd'hui, la rupture stratégique n'a jamais été telle qu'aujourd'hui, depuis la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis vont considérer l'Union européenne comme un adversaire, comme un autre.
à la fois au niveau de la guerre commerciale, Donald Trump l'a annoncé, également peut-être même avec des prétentions militaires contre le Groenland, mais ce qui est sûr, et notamment pour l'Ukraine, c'est qu'il n'y aura plus le bouclier américain et certainement pas un camp occidental unifié, alors même qu'une puissance militaire majeure marche en Europe. J'aimerais que chacun prenne bien conscience de ceci ce soir. Une démocratie, ça meurt. Elle vient sans doute de mourir aux États-Unis pour un bon moment. J'aimerais que nous nous en souvenions le plus possible pour tous les scrutins qui vont nous attendre en Europe et en France dans les prochaines années. Mais au-delà de ces annonces, finalement, est-ce que vous, votre réaction personnelle sur le fait que les prochaines échéances électorales, en France notamment, vous êtes forcément inquiet de voir ce qui se passe aux États-Unis avec la montée du Rassemblement national, avec possiblement la montée de Reconquête aussi en France, de l'extrême droite en général. Les prochaines échéances s'annoncent quand même compliquées, difficiles. Le Rassemblement national et Reconquête unis ont fait à peu près 40% des voix aux européennes de 2024, puis ils ont maintenu leur bloc de 10-12 millions d'électeurs aux élections législatives. Et il est vrai que depuis, nous ne faisons strictement rien, et la gauche en a une part. Hein. Le président en a évidemment une énorme part, mais la gauche a sa part dans cette absence d'efficacité dans la lutte contre l'extrême droite à ce stade. Mais quand tu dis que la gauche a sa part là-dedans, Oui. comment cela se manifeste-t-il ? Ce soir, parce que certains partis ont décidé de jouer la bataille du leadership à gauche, nous en oublions la bataille essentielle qu'il y a à mener contre l'extrême droite. Ta réaction tout à l'heure, je la comprends, je l'ai entendue de la part de Jean-Luc Mélenchon au lendemain de la défaite de Kamala Harris, de dire qu'il n'y a pas de gauche aux États-Unis. Mais c'est pas comme ça que j'analyse la victoire de Donald Trump. La victoire de Donald Trump, elle n'existe pas parce qu'il n'y a pas eu de gauche radicale contre lui. La victoire de Donald Trump, elle existe parce que l'extrême droite et le discours qu'il a porté a parfaitement fonctionné au sein de la majorité des classes aux États-Unis. Tous les groupes et majoritairement, en fait, ont choisi Donald Trump. Et je soutiens totalement le bilan du président Biden. Et je pense que Kamala Harris a fait la campagne qu'elle a pu dans les circonstances qui ont été les siennes. Mais Donald Trump a balayé la démocratie américaine et c'est navrant. Mais les effets du populisme, on le voit tous les jours. J'aimerais qu'on se concentre un peu plus dessus et pas sur la bataille du leadership à gauche, ce qui semble être l'agenda de certains partis en France. Noah, je pense que tu dois répondre forcément à ce message subliminal, comme on l'interprétait. Premièrement, je tiendrais à dire que non, la gauche fait tout dans son nécessaire. En tout cas, la France insoumise, ont fait tout ce qui est possible pour lutter sur le champ des idées, sur la bataille culturelle contre l'extrême droite, contre le Rassemblement national, contre Reconquête. On le fait par l'intermédiaire de groupes thématiques, on le fait par l'intermédiaire de lutte sociale, on le fait par l'intermédiaire de la rue, par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Tout est fait aujourd'hui. Il y a aussi notamment l'Institut Labo ici, qui produit des chaires, qui produit des livres sur comment vaincre l'extrême droite, tant sur la question idéologique que sur la question des arguments. Donc non, je ne souscris pas sur le fait que la gauche a une responsabilité dans la montée de l'extrême droite. En tout cas, pas la mienne. Pas la mienne. La gauche qui a permis à Marine Le Pen d'arriver au second tour, c'est le Parti socialiste. Parce que c'est après le mandat de François Hollande que Marine Le Pen est arrivée au second tour face à Emmanuel Macron. Pour revenir aussi sur la question des États-Unis... Et pas face à Jean-Luc Mélenchon. Pour revenir sur la question des États-Unis, il me semble que oui, en effet, il y a l'ensemble des groupes, que ce soit des groupes raciaux, comme on peut l'observer aux États-Unis, que ce soit la communauté afro-américaine qui a voté en nombre pour Joe Biden, mais aussi d'une autre partie aussi pour Donald Trump, que ce soit la communauté latino aussi qui a voté pour Donald Trump et d'autres communautés, je dois en passer. Ça montre aussi qu'il y a un véritable effet du populisme d'extrême droite qui fait ses effets sur le continent américain. Je vais rebondir en disant que, en prenant un exemple qui servira de transition au débat que nous avons tout à l'heure, mais si par exemple le Parti socialiste a refusé de voter cette fois-ci la censure du gouvernement Bayrou tout en maintenant la possibilité de le faire pour les prochains textes, c'est pour empêcher que le Rassemblement national remette le gouvernement sous la tutelle de son extrême droite, puisque aujourd'hui le gouvernement est ouvert à des négociations plutôt avec la gauche. Je m'étonne d'entendre des discours très bien dans la rue, au niveau des idées, vous produisez sans doute beaucoup de textes et beaucoup d'éléments, y compris sur les réseaux sociaux, on le voit tous les jours. Au Parlement, il serait bon d'empêcher l'extrême droite d'être seule face au gouvernement, et la meilleure manière de le faire, je pense, c'est de maintenir la pression parlementaire
sur le gouvernement. Pas à Bercy. C'est la pression parlementaire. Ah oui. Oui, Donc la pression parlementaire se passe au Parlement. quand des députés sont invités à Bercy, la pression parlementaire se produit dans le ministère, mais ce sont des parlementaires qui négocient à Bercy. Et donc, quand il n'y a pas de confiance qui est déposée au Parlement, la motion de défiance, du coup, la motion de censure, vous ne la votez pas alors. La motion de censure a été déposée par la France Insoumise, et c'était parfaitement son droit, pour attribuer une sorte de vote de confiance et de responsabilité au gouvernement. Est-ce à dire que toutes celles et tous ceux qui n'ont pas voté la censure sont partenaires du gouvernement aujourd'hui ? Sandrine Rousseau n'a pas voté la censure. Delphine Batho n'a pas voté la censure. Est-ce que vous mettez les écologistes ? Est-ce que vous pensez que Sandrine Rousseau, ce soir, est membre du gouvernement Bayrou ? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis Voilà. simplement que une motion de censure permet de regarder qui est en fait membre de l'opposition. Donc Sandrine Rousseau n'est pas dans l'opposition ce soir. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis simplement, c'est que en votant la censure, vous auriez pu prouver aux électeurs, aux personnes qui ont voté pour le Parti socialiste, pour les députés du Parti socialiste, sur les circonscriptions qui ont été données par la France insoumise, il y a plus d'une centaine de circos qui ont été donnés par la France insoumise au Parti socialiste, vous auriez pu voter la censure. Vous êtes bon prince de nous donner 100 circonscriptions. La vérité, c'est que l'accord des circonscriptions a été mené par les 4 partenaires de gauche au sein d'un accord qui est celui du Nouveau Front Populaire. Et je pense qu'il serait bon de changer de champ lexical, parce que quand on dit donner des circonscriptions, ça fait un petit peu le fait du prince. C'est comme si le Nouveau Front Populaire vous appartenait. Il y a eu des négociations avec les 4 partenaires, les 5 même, puisque Place Publique était dans l'accord à cette époque, sur le programme et sur la répartition des circonscriptions, à partir du résultat des présidentielles où vous étiez en tête, et des européennes où vous étiez dernier. Avant-dernier, puisque les écologistes, parmi les 4 composantes, étaient malheureusement les derniers, au-dessus des 5%, heureusement, pour leur remboursement. Mais vous n'avez pas donné... Ça fait environ 9%, 10% aux européennes. Oui, mais nous étions on a progressé d'1 million de 14%. voix. La France insoumise a progressé d'1 million de voix par rapport à la précédente mandature, tandis que le bloc social-démocrate, les écologistes, le Parti socialiste, a lui perdu des voix. Vous n'avez fait qu'amasser les voix des Europe Écologie Les Verts pendant le vote de 2017. C'est-à-dire que nous faisons quasiment 7 points de plus et nous arrivons à perdre des voix. C'est-à-dire que vous avez grappillé sur les voix des écologistes. En tout cas, messieurs, quand je vous entends, et la question qui arrive va finalement soutenir bien nos sûr. débats, c'est une question quelque peu locale, peut-être loquace, puisque Yannick Jadot a annoncé sa candidature à la mairie de Paris. J'imagine qu'à la France Insoumise, un candidat va émerger d'ici les prochaines semaines ou les prochains mois. Au Parti Socialiste, un candidat a d'ores et déjà été 2 candidats. Oui, il y a Emmanuel Grégoire et l'autre... Rémi Féraud. Rémi Féraud. Alors Rémi Féraud a été désigné par Anne Hidalgo. Hein. A été, poussé par Donc, Anne Hidalgo. il y a déjà des Mais, petites dissensions Oui, pardon. en Vas-y. interne avec le Parti Socialiste. Yannick Jadot annonce sa candidature. Moi, la gauche va donc très probablement partir divisée à Paris. Et le fruit de ces débats le montre aussi ce soir. N'est-ce pas une prise de risque majeure à Paris face à Rachida Dati et en France face à une Marine Le Pen, un Édouard Philippe, puisqu'il y a aussi le bloc central qui pourrait renaître de ses cendres. Comment vous voyez la chose ? Est-ce que c'est pas un risque majeur, toutes ces divisions, toutes ces... Je ne crois pas pour Paris. Paris est un mode de scrutin extrêmement particulier. Pour expliquer à celles et ceux qui ne seraient Oui, pas un peu de parisiens pédagogie, très bien. ce soir, c'est Bien un mode sûr. de scrutin très particulier parce qu'on vote par quartier. Ensuite, les conseils municipaux élus dans chaque quartier élisent leur maire. Puis ensuite, tout ça forme le conseil de Paris qui élit son maire. Donc, contrairement à la plupart des communes où sans doute vous habitez, il n'y aura pas de scrutin direct pour élire une liste et dont la tête de liste deviendrait le maire. Et je crois que pour Paris, où il y a en fait 8 millions d'électrices et d'électeurs, ce mode de scrutin correspond à une réalité très particulière, et que dans cette réalité très particulière, il est bon, et apparemment il est traditionnel, je ne suis pas parisien, hein, mais que la gauche parte au premier tour de manière dispersée, et ensuite qu'elles se réunissent dans un second tour avec une espèce de politique de chacun chez soi au premier tour pour tester les forces. Anne Hidalgo, par exemple, au Mais premier ça renvoie tour... une mauvaise image quand même, ça renvoie une image particulière. Anne quand Hidalgo même. avait profité d'un report de voix de près de 20 points et de 80 000 voix au second tour de l'élection municipale parisienne. Et je ne dirais pas que ça envoie un mauvais signal. Je pense que pour Paris, et c'est encore une fois un scrutin très particulier, hein, ça permet à chaque candidat
à chaque composante en fait de cette grande alliance qui est actuellement à la tête de Paris, de montrer une thématique particulière. Évidemment que Yannick Jadot va insister sur la dimension écologique, évidemment que le candidat qui sera désigné par le Parti socialiste et par les militants de la Fédération de Paris insistera sans doute sur la démocratie sociale, sur le fonctionnement et sur les services publics. Évidemment, sans doute que le candidat, s'il y en a un désigné par la France Insoumise, insistera sur la souveraineté populaire, sur la défense des quartiers les plus populaires de Paris, etc. Et je pense que c'est bien que chacun puisse être représenté par un parti dans ses arrondissements avant que ces partis ne se réunissent dans un deuxième tour pour porter un candidat, parce que c'est un scrutin très particulier. Pour celles et ceux qui nous regardent, ça ressemble un peu à un scrutin de liste, mais cette fois-ci en 2 tours. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait comme les européennes où vous aviez un scrutin de liste à 1 tour, mais là vraiment, il faut vous imaginer une espèce de week-end d'après des européennes où les listes de gauche pourraient se réunir pour faire face. Et je pense que chacun pourrait partager l'efficacité de ce genre de report pour Paris, et seulement pour Paris, je le précise. C'est bien pour ça justement que... Bien sûr. Noah, Bah écoutez, que Yannick Jadot s'annonce à l'élection municipale, Yann Brossa aussi s'est annoncé à l'élection municipale, Emmanuel Grigor aussi, plein d'autres candidats pourraient potentiellement s'annoncer au fur et à mesure des mois. Ce qui m'intéresse, moi, c'est plus le programme. Le programme, c'est-à-dire qu'on élit une liste, on élit des conseillers de Paris, on élit des adjoints au maire sur la base d'un programme, pas sur la base d'une personnalité. En l'occurrence, comme tu le disais, peut-être que la France Insoumise aura sa candidate ou son candidat, nous ne savons pas encore. Mais en tout cas, un programme sera rédigé, un programme sera fait, et j'en doute pas qu'il sera à la hauteur des attentes des électeurs de Paris. messieurs, on va reprendre nos débats, notamment sur qui avait commencé à émerger de fort belle manière et de manière quelque peu haletante. Mais donc, juste avant, le Kiss Cookie, retour de cette petite virgule. Vous allez, messieurs, devoir deviner une actualité. Alors, on a débattu, c'est un grand mot, mais on a évoqué une actualité internationale, Donald Trump, une actualité française, la mairie de Paris, et donc c'est une actualité étudiante qu'il va falloir deviner aujourd'hui, ce soir, avec un premier indice. Janvier. Qu'est-ce qui se passe La en proposition de loi de Fatia Kelouachi sur l'Europe à 1 Non. euro. C'est ce que j'allais dire. Peut-être janvier? Quelque chose qui, au mois de janvier, chaque année, depuis quelques années maintenant, des élections étudiantes, non plus. les revalorisations de la bourse. Non. Qui concerne plus particulièrement les lycéens. Ah, l'ouverture de Parcoursup. Parcoursup. L'ouverture de Parcoursup. Et je voulais, messieurs, avoir votre avis, puisque chaque année est remis sur la table la suppression de Parcoursup, de ce système dont certains disent qu'il est complètement inégalitaire. Et moi, ce soir, je veux profiter de votre présence pour avoir votre avis sur à la fois le modèle Parcoursup et si suppression il y a, que mettre à la place. Noah. Bah, je pense que avec le représentant du Parti socialiste en face de moi, nous sommes relativement d'accord sur la question qu'il faut en effet supprimer la plateforme Parcoursup parce que c'est une machine à détruire les avenirs de nos plus jeunes. C'est une machine à détruire l'avenir des lycéens parce que on demande à des lycéens de 15, 16, 17 ans, peut-être parfois 18, de choisir leur avenir sur un moment donné sans avoir aucune formation possible, sans avoir aucune prévention, aucune alerte aussi sur les choix justement de ces universités, de ces formations, que ce soit des BTS, des licences ou bien des années de césure, peu importe, ou des échanges. Ce que je pense, c'est que Parcoursup, au final, c'était une plateforme annoncée par Emmanuel Macron et portée par Jean-Michel Blanquer à l'époque, il me semble, qui en fait faussait les attentes des étudiants et faussait les attentes des lycéens. Parce que ce qu'attendent les lycéens et les étudiants, au final, c'est plus de place à l'université. C'est pas une sélection des étudiants triés sur le volet en fonction de l'endroit où ils habitent ou en fonction de leur niveau d'études. Le premier diplôme universitaire, au final, c'est le baccalauréat. Et pas de mon époque, mais il me semble qu'à une époque, les jeunes lycéens qui venaient d'avoir leur baccalauréat pouvaient tout simplement, de manière unilatérale, s'inscrire à l'université, s'inscrire dans un BTS en fonction de leur formation, de leur choix, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et c'est un problème. Maximilien. Je rejoins et je complète même le... Vous savez que le socialisme a d'abord une vocation de pragmatisme. La sélection Parcoursup aujourd'hui
chevauche plusieurs calendriers d'examen du baccalauréat, ce qui fait que les professeurs n'ont pas le temps de former les élèves à l'utilisation de Parcoursup, ou très mal, ou très peu. C'est pas du tout de leur faute, forcément, ils ont un temps restreint et ils font tout ce qu'ils peuvent pour que leurs élèves aient le baccalauréat. Les parents connaissant peu la plateforme, puisque dans leur génération, il y avait d'autres procédures pour accéder au supérieur, les élèves se retrouvent un peu démunis, et je pars du principe qu'un système qui est mal compris est forcément un système qui va mal fonctionner. S'il n'y a pas de pédagogie sur la manière de procéder, et s'il n'y a pas d'explication et de transparence sur la manière d'être sélectionné, on se retrouve très vite avec des élèves qui angoissent. Et personnellement, un élève qui angoisse dans une année aussi importante que celle de la terminale, mais même face à sa possibilité d'accéder au monde du savoir, que son accès au monde du savoir commence par de l'angoisse, je n'aime pas ce que ça dit de notre nation. Je n'aime vraiment pas ce que ça dit de notre nation. Alors faut-il le supprimer, le corriger, remplacer par quoi? Que les professeurs, d'abord, les premiers concernés, que les universités, que les prépas et même que les professeurs de lycée en discutent entre eux, et pourquoi pas Aussi, hein. que les lycéens y participent, que tout le monde puisse y participer, et même les parents. Mais très clairement, nous avons de l'angoisse. Et face à l'angoisse, l'inaction est tout bonnement impossible. Et quel système tu mettrais sur la table pour remplacer Parcoursup aujourd'hui? Peut-être qu'un projet a été déjà proposé par le Parti Socialiste fut un temps. Est-ce que vous en avez discuté? Alors, il y a eu des discussions, notamment avec des syndicats d'enseignants. Vous remarquerez encore qu'évidemment, nos interlocuteurs, les interlocuteurs du gouvernement, les interlocuteurs les plus faciles, ce sont les syndicats étudiants, enfin de lycéens ou des enseignants, mais ils ne représentent pas la masse de tous les gens qui candidatent sur Parcoursup. Il y avait quand même un critère ou un sentiment qui revenait beaucoup, c'était celui d'être perdu. De très 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 vastes choix, parce que peu géolocalisés ou peu voilà, et l'idée qu'il y avait énormément de choix, ce qui fait que parfois on peut se retrouver complètement perdu avec des formations qu'on connaît peu. Et la deuxième chose, c'est comment pourrait-on dire, c'est le risque, évidemment, que face à la démultiplication des candidatures pour chaque université, pour chaque école, pour chaque formation, les formations, et on les comprend parce que tout ça repose sur des moyens humains, finissent par traiter de manière algorithmique les notes. Moi, c'était ce qui s'était passé la première année où Sciences Po Paris avait posé ses concours et posé la possibilité d'entrer sur dossier sur Parcoursup. Ils avaient eu à peu près, je crois, 10 fois plus de candidatures. Et il y avait eu une très bonne enquête du Monde et de Libération où ils avaient demandé à Sciences Po comment ils avaient traité cette multiplication par 10 des candidatures. Ils les ont traités exactement de la même manière que d'habitude. C'est-à-dire qu'ils ont pris le même temps d'étude des dossiers et les mêmes équipes. Ce qui veut dire que soit ils sont vraiment très performants, soit ils ont simplement fait ce qui est humain comme ils pouvaient en traitant très rapidement les dossiers, c'est-à-dire en classant les notes. Et c'est difficile quand on demande à des élèves de préparer des écrits, quand on demande à des élèves de préparer des lettres de motivation, etc., de leur demander ensuite d'être simplement triés sur 2 chiffres attribués au cours d'une année, alors même qu'ils n'ont pas passé leur baccalauréat. J'y reviens. La véritable épreuve qu'un terminal affronte aujourd'hui en France, c'est Parcoursup, c'est pas le baccalauréat. Or, je préfère un système qui vante le savoir plutôt que le classement. Mais ça, c'est ma vision personnelle de l'éducation. Que Noah, visiblement, partage tout à fait. J'y souscris. Merci messieurs pour cette première partie, ce billet d'humeur consacré à l'actualité, autour de l'actualité, qui reviendra évidemment dès la prochaine émission. Nous devions en virgule, en interlude, vous proposer une chronique cette semaine. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Donc la chronique Géoposée de notre cher Caïs reviendra, et j'y tiens, dès la prochaine émission en interlude. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver cette chronique sur l'actualité internationale et géopolitique sur nos réseaux TikTok et Instagram. Les prochaines émissions sont en cours de production. Il est donc l'heure, messieurs, de passer à la joute. Vous l'avez débuté finalement, cette joute, quelque peu tout à l'heure, et on va rentrer dans le vif du sujet. Et je vais jouer mon Candide, puisque j'aimerais savoir, et je vais évidemment passer la parole à Noah pour commencer, quelles ont été les principales raisons qui ont conduit à ce trouble au sein du nouveau Front populaire, pour un petit peu de pédagogie finalement avec nos étudiantes et étudiants qui nous regardent ce soir. Et nos aînés.
Et nos aînés, bien sûr, important de le rappeler. Eh bien, écoutez, le nouveau Front populaire, c'est quoi là-bas? C'est une alliance de partis. Une alliance de partis autour d'un programme, autour d'une idée, qu'il ne faut pas laisser l'extrême droite arriver majoritaire à l'Assemblée nationale pour pouvoir gouverner. Suite à cet accord programmatique, suite à cet accord de circonstances aussi, en même temps vis-à-vis de l'élection législative anticipée, nous sommes arrivés au fait que le nouveau Front populaire est arrivé en tête de ces élections, voilà, avec 193 députés. Devant le bloc central, devant le Rassemblement national et devant l'ensemble des autres groupes politiques. Dans la plupart des démocraties occidentales, en tout cas en Europe, c'est lorsque la formation politique arrive en tête des élections parlementaires, c'est elle qui est appelée à nommer un gouvernement. Dans toutes les démocraties du monde, au final, c'est le groupe arrivé en majorité qui, justement, est appelé à former un gouvernement, appelé à proposer des projets. Eh bien, en France, on se rend compte que ce n'est plus le cas. Que le président de la République décide finalement de s'asseoir sur le vote des Français qui ont pour le coup voté en très grande majorité, quasiment 70% de vote aux élections législatives, qui est un record depuis 1981, il me semble, donc l'époque mitterrandienne. Donc ça prouve que les Français ont pris à cœur cette élection, ont pris conscience du danger et de l'importance de ce vote-là. Et le président de la République a décidé tout simplement de s'asseoir sur ce vote-là. Alors, s'il y a eu un trouble ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est parce qu'il y a peut-être certaines composantes de ce nouveau Front populaire qui décident de ne plus trop jouer le jeu. De jouer le jeu en solo. On se demande qui. Voilà, je ne suis pas là pour attaquer des formations politiques. Je pense que le nouveau Front populaire est encore en vie, heureusement, qu'il y a toujours encore un programme que les 5 composantes ont signé avec Place Publique et avec des syndicats, des intellectuels, des enseignants, etc. Mais ce que je regrette, c'est que les intérêts personnels, les intérêts politiques prennent le dessus sur l'intérêt populaire. Maximilien, ta vision déjà de ce nouveau Front populaire, et puis sur la toute dernière partie finalement de ce que Noah vient d'exprimer, as-tu la même vision? J'imagine que non, et donc à toi de défendre ta position. Tu imagines bien, je pense que le nouveau Front populaire est plus qu'un label résultant d'un accord entre partis. Je me souviens des négociations qui ont eu lieu pour constituer le nouveau Front populaire, et il faut avouer qu'il y a eu une pression populaire autour des partis pour qu'ils s'entendent, pour qu'ils se constituent, pour qu'ils s'organisent. Je crois que le nouveau Front populaire, c'est d'abord une aspiration d'une grande partie du peuple de gauche, pour ne pas dire de tout le peuple de gauche, pour qu'il y ait une union des partis entre eux pour faire un Front populaire qui porterait un programme de rupture et en même temps un programme qui dirait non au celui du Front national. Ça, c'était pour le premier tour. Au deuxième tour des élections législatives, il y a eu un barrage républicain, c'est-à-dire que dans nombre de circonscriptions, des électeurs insoumis, socialistes, écologistes, communistes sont partis voter pour des macronistes, voire même dans certains cas des LR, et, alors que ces derniers ne participaient pas au Front républicain officiellement. Et dans nombre d'autres circonscriptions, des macronistes sont venus voter pour des candidats du nouveau Front populaire, pour des gens avec qui ils ne partageaient pas forcément les idées. Je peux vous citer plusieurs départements et circonscriptions de Seine-et-Marne ou d'ailleurs. Ce qui fait que dès le soir en fait, des élections des résultats, nous avons eu un problème. Quand Jean-Luc Mélenchon a déclaré qu'à partir de maintenant, c'était tout ou rien. Mais la vérité, c'est que nous n'avions pas la possibilité de faire le tout, puisque nous n'avions même pas la majorité absolue et certainement pas une majorité relative suffisante, mais nous ne pouvions pas non plus rien faire. C'était un mandat nous avait été donné par nos électeurs du premier tour, confirmé au deuxième tour de manière spectaculaire par le barrage républicain. Il convenait donc d'agir. Mais la première déclaration de Jean-Luc Mélenchon était de dire tout ou rien. Et évidemment, le président ensuite a aggravé la situation en décidant de nier l'élection. D'abord en disant que personne n'avait gagné, puis ensuite en contournant de toute la manière possible la nomination de Lucie Castet, que nous défendions toutes et tous. Que vous défendez toujours? Lucie Castet? Oui. À Matignon? Oui. Aujourd'hui, non. Ah oui. Aujourd'hui, et d'ailleurs Lucie Castet... C'est officiel. Le Parti socialiste ne soutient plus Lucie Castet à Matignon. Mais Lucie Castet ne se soutient plus non plus à Matignon. Lucie Castet a déclaré elle-même que d'autres portes pouvaient être ouvertes. C'est-à-dire que... Lucie Castet elle-même ne se soutient plus. Imaginons que Emmanuel Macron, dans
dans un fantasme, décide de nommer le nouveau Front Populaire, Lucie Castet, au gouvernement, Lucie Castet n'est donc plus une option pour le Parti Socialiste alors. Ah si, une option, bien sûr. Mais Lucie Castet elle-même dit qu'il faut ouvrir plusieurs options. Parce que, ne serait-ce que... Mais lors j'aimerais, de- attendez, j'aimerais revenir quand même sur ces. Parce que c'est révélateur Parce quand que, même. juste la petite virgule, il y a eu la campagne de Lies Loufoque dans l'Isère, première Ah, circonscription, qui a perdu donc avec 35% des voix à peu près, je crois. Et Lucie Castet s'est rendue sur place, donc qu'elle a une forme de légitimité quand même, Tout à et fait. qu'elle représente une figure au sein de ce nouveau Front Populaire. Donc ça pose question quand même, ce que tu viens de dire, c'est que Lucie Castet, on pensait que c'était la candidate encore officielle, et je pense que dans l'esprit de beaucoup de Françaises et de Françaises, c'est encore le cas. Visiblement, non, c'est une option aujourd'hui. C'est une. Il faut bien comprendre deux choses. Il faut distinguer la candidate naturelle qui serait celle du nouveau Front Populaire si jamais le nouveau Front Populaire était appelé au pouvoir, et dans ce cas-là, c'est Lucie Castet. Si le nouveau Front Populaire est appelé au pouvoir, c'est Lucie Castet. C'est parce que tu- La vérité, c'est que le nouveau Front Populaire ne va pas être appelé au pouvoir Ah par bon Emmanuel Macron. Ah oui. Le nouveau Front Populaire ne sera pas appelé au pouvoir par Emmanuel Macron, et pour une raison extrêmement simple. Le nouveau Front Populaire a été appelé à négocier avec le gouvernement au lendemain de la chute de Michel Barnier le 4 décembre dernier, et l'un des 4 partis du nouveau Front Populaire a décidé de briser l'accord en n'y allant pas. Dans le même temps, cette même parti, qui est la France Insoumise, pour que tout le monde comprenne le parti, qui n'a pas voulu participer aux négociations au gouvernement, dans le même temps, la France Insoumise a déclaré successivement, en moins d'une semaine, des listes solitaires dans la plupart des villes détenues par la gauche, et dans la plupart des villes où la gauche a performé aux européennes, des listes, encore une fois, solitaires. Aux élections Et municipales. aux élections municipales. C'est vrai. Oui. Ah oui. Oui. Veux-tu un exemple très concret? Dis-moi. Villeneuve-Saint-Georges, la semaine prochaine, il y aura une municipale partielle. Partiel. C'est à- pas pareil. C'est pas la même. Des négociations sont encore en cours. Par exemple, Très bien. Je Melun. pense avec Melun, avec les écologistes. Melun, préfecture du 77. Arnaud Saint-Martin, candidat, député élu du groupe La France Insoumise, a déclaré qu'il montrait seul une liste pour la France Insoumise pour les municipales de 2026. Et que d'autres villes, la France Insoumise du 77, déclare également que d'autres villes partiraient seules. Et le terme Donc, seul, Est-ce que ça relève d'un contexte national? je ne sais pas, lorsqu'il relève d'un contexte national, quand la France Insoumise nous déclare qu'il ira, quoi qu'il arrive, il y aura une liste insoumise à la présidentielle 2027, comme Jean-Luc Mélenchon a pu le déclarer sur M6 il y a moins d'un mois. Il y aurait une Je candidature répète, insoumise. il y aura une candidature Qu'on insoumise. propose au nouveau Front Populaire. Qu'on propose à notre composante. Non, vous ne proposez pas une candidature insoumise. Jean-Luc Mélenchon n'a pas proposé, il a dit bien sûr, il y aura. Ce n'était pas une proposition. Il a dit bien sûr, il y aura une candidature insoumise à la présidentielle. À partir du moment où un parti décide, une des quatre composantes du nouveau Front Populaire décide de partir seul pour des scrutins municipaux, pour des scrutins présidentiels, et même ensuite menace le reste des composantes de mettre des députés en face d'elle en cas de législative anticipée, Attendez. là, nous avons un problème au sein de la structure du nouveau Front Populaire. C'est pour ça que je vous dis que soutenir Lucie Castet, bien sûr. Je ne vais même pas révéler les négociations qui ont pu avoir lieu à la création du nouveau Front Populaire. Donc c'est plus qu'une option quand même. Bien sûr. C'est pas D'accord. ce que tu disais. Non, ce que je voulais dire par là, c'était qu'il pouvait y avoir plusieurs candidatures possibles en cas d'appel de la gauche au gouvernement. Et Lucie Castet l'a dit. Dont celle de la France Insoumise qui peut proposer une candidature ou les écologistes ou. Lucie Castet, encore une fois, elle a dit la première. Elle était à côté de Marine Tondelier sur France Info, et les deux ensemble ont déclaré qu'elle-même envisageait plusieurs options. Je ne vais quand même pas mieux parler d'elle-même que Lucie Castet. Enfin, pardon, je respecte la parole de Lucie Castet, pour qui j'ai une admiration personnelle en plus. Mais si elle-même dit qu'il y a plusieurs options possibles, je ne vais pas mieux parler d'elle qu'elle-même. Noah, je t'ai vu réagir à plusieurs reprises aux propos de Maximilien. Non, mais il faut quand même rappeler quand même un élément de contexte. C'est que le Parti Socialiste a souhaité aller seul avec quelques autres composantes politiques pendant les élections sénatoriales de 2023. Lorsque la France Insoumise a demandé uniquement un siège au Sénat pour avoir un sénateur insoumis, le Parti Socialiste a refusé, a décliné. La France Insoumise a appelé le Parti Socialiste à faire une union pour les élections européennes, pour avoir une liste commune. Le Parti Socialiste a décliné l'invitation. Très bien. Donc maintenant, faire le reproche à la France Insoumise qu'elle déciderait d'aller tout simplement seule aux élections municipales, ce qui est faux, parce que la France Insoumise est dans une dynamique d'union et dans une dynamique de programme commun avec plusieurs composantes de gauche, ça relève quand même d'une blague. Génération, place publique,
les socialistes, les écologistes, les communistes, nombre de mouvements sociaux locaux de Villeneuve-Saint-Georges soutiennent actuellement un cheminot communiste pour la municipale partielle qui aura lieu dimanche prochain. Louis Boyard, alors que la France Insoumise avait été invitée à participer à cette liste, a annoncé partir seul pour une élection qui s'inscrit dans le cadre du nouveau Front populaire. Je m'interroge, à quoi cela rime de la part de la France Insoumise de partir seul, alors que la ville est détenue par la droite, que les risques sont énormes pour les habitants de Villeneuve-Saint-Georges? À quoi cela rime de vouloir partir seul contre l'intégralité, même pas les forces du nouveau Front populaire, mais en fait l'intégralité de tous les partis de gauche qui existent actuellement en France? Quand vous regardez le tract d'Henri David à Villeneuve-Saint-Georges, vous voyez littéralement une pluie de logos, sauf celui de la France Insoumise. Pourquoi, si vous êtes si unitaire? Le Boyard a un programme qui peut-être se différencie de celui des autres composants du nouveau Front populaire à Villeneuve-Saint-Georges. Louis Boyard est député du Val-de-Marne depuis maintenant 2022. Il est apprécié des habitants du Val-de-Marne, de sa circonscription. En tout cas, LFI, pendant les élections européennes, a fait des très bons scores aux élections législatives, aux élections européennes et aux élections présidentielles aussi. Donc il est donc naturel, peut-être, que la candidature aux municipales soit insoumise. Donc, dans tous les cas, nous verrons dans quelques jours le résultat de ces donc élections-là. finalement... Et si nous faisons face à une liste au second tour de droite, et que l'une des deux listes de gauche se retrouve au second tour, c'est celle qui aura le moins bon score qui se ralliera à la première liste. Mais donc, dans tous les cas, vous admettez donc, et tu admets, et la France Insoumise admet, que malgré une aspiration unitaire de l'intégralité des autres partis de gauche dans certaines villes, malgré un appel dans ces villes de certaines parties de la population à ce qu'il y ait une unité de la gauche, vous puissiez partir seul contre tout le reste du nouveau Front populaire. C'est ça ? C'est les électeurs qui vont trancher. C'est les électeurs qui tranchent. Non, mais tu admets donc qu'il est possible de partir seul contre le reste du nouveau Front populaire, parce que c'est ce qui se passe actuellement à Villeneuve-Saint-Georges. Le contexte n'est pas le même. Et d'accord. Et Melun, c'est pas la même chose non plus, préfecture de Seine-et-Marne. La plupart des villes de Seine-et-Marne, ça fonctionne pas pareil. Je peux vous citer l'exemple de Toulouse. Toulouse, François Picmal a annoncé sa candidature pour les élections municipales de 2026 et s'est proposé et s'est désigné comme le candidat potentiel de l'Union de la gauche. De l'Union de la gauche. David Guiraud s'est présenté aux élections municipales à Roubaix et a appelé les composantes de gauche à se rallier à lui. Voilà. On aura sûrement d'autres candidatures qui vont se profiler. J'imagine en Seine-Saint-Denis, j'imagine à Marseille, sûrement à Marseille on verra, à Lyon peut-être, à Bordeaux. Marseille, excellent exemple. Marseille est actuellement une ville détenue par la gauche et nous avons une liste. Il y a actuellement un rassemblement de toutes les forces de gauche à la tête de la ville. Ah, Noah, gauche. Non, mais... Les écologistes, les socialistes et les communistes ne sont plus de gauche. C'était pas ce que je dis. Donc à Marseille, la ville est... Ne me prêtez pas de propos. Non, mais la ville est détenue par, à Marseille, Benoît Payan et le maire, pour celles et ceux qui le connaîtraient ou qui auraient entendu ce nom. Mais encore une fois, c'est un scrutin particulier. Mais il y a les communistes, les écologistes et les socialistes ensemble à la mairie de Marseille. Et les insoumis ont décidé de partir seuls contre... C'est pas encore décidé. Il n'y a aucune candidature qui s'est présentée officiellement. Oui, mais vous n'avez pas non plus dit que vous n'iriez pas, et on sait très bien que des sondages ont été commandés. Donc, c'est-à-dire que... Donc, ne pas dire, c'est déjà dire. Rien dire, ce n'est pas dire. Très bien. Alors, je ne vais pas parler à la place des militants je te pose la question. Très bien leur territoire, je connais très bien les problématiques de leur territoire. Je te pose la question. Alors, non. Est-ce qu'au nom du nouveau Front populaire, tu penses qu'il est normal que des listes autonomes de gauche puissent se présenter dans des villes déjà détenues par la gauche? Sur le principe. Je ne te parle même pas d'un parti en particulier. Est-ce que dans des villes déjà détenues par la gauche et où il y a des listes unitaires de gauche qui se proposent pour reprendre la ville, il est normal que des listes solitaires de gauche se présentent et cassent la dynamique de l'Union? C'est la question d'un programme. Nous ne sommes pas les seuls à vouloir dynamiter l'Union. Et je tiens à dire que ces dynamiques-là... Ces dynamiques-là locales sont le fruit d'un contexte. Ces dynamiques-là locales s'inscrivent déjà actuellement dans plus de 350 villes de plus de 20 000 habitants. Donc ces dynamiques locales commencent à faire un sacré panorama national, non ? Mais on verra bien pendant les élections municipales, nous sommes encore en 2025. Et je reviens tout à l'heure à ma question. Était-ce bien le moment, alors que la France connaît un certain nombre de crises, alors que le budget n'est même pas encore ficelé, était-ce le moment d'annoncer une candidature solitaire Alors non. à la présidentielle? Non.
On n'a pas annoncé une candidature solitaire. On propose une Non, candidature vous ne proposez pas. Vous Comme dites les il y aura. Comme les socialistes proposent une candidature, proposeront une candidature socialiste, comme les écologistes faux. proposeront une candidature C'est socialiste. encore faux. Bah, Les socialistes, tu n'as pas le monopole de la vérité. les socialistes, les communistes et les écologistes ont signé ensemble un texte disant qu'il fallait organiser un processus de désignation unitaire parmi toutes les composantes. Nous sommes d'accord. Non. Nous souhaitons La- souhaitons une candidature unique à gauche, mais nous proposerons notre candidat. Et donc ça sera- pas et ça dans, sera- pas et ça dans un sera au- processus de et ça sera primaire. aux autres non, ça sera- bah, Et pas dans un mais processus de pourquoi une primaire, donc. Pourquoi une primaire? On sait comment ça fonctionne, une primaire. C'est truqué à chaque fois. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera un candidat insoumis qui ira à la présidentielle. Non, on proposera une candidature, que ça soit une candidate ou un candidat, ou peu importe, mais quelqu'un qui véhicule les idées du programme de l'avenir en commun, nous le soumettrons aux autres composantes, aux autres forces du nouveau Front populaire qui décideront. Et s'il est Comme il y a eu refusé des négociations pendant si les c'est refusé élections législatives, bah, nous verrons bien à ce moment-là. Mais donc, vous Nous pourriez verrons. ne pas accepter le souhait des 3 autres composantes du nouveau Front populaire. Mais nous verrons à ce moment-là. Je ne vais pas parler au nom de la France Insoumise actuellement sur ces questions. Ce qui veut dire que vous n'avez pas pour principe de dire que si 3 composantes sont contre le souhait que vous ferez, tu n'es pas capable de me dire que vous respecterez peut-être, vous n'avez pas pour principe de respecter la parole des 3 autres composantes. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que il y aura des négociations qui seront faites pour la désignation d'un ou d'une candidate à l'élection présidentielle, de gauche, pour un programme de rupture, parce qu'en face, le danger est réel. On a un bloc central qui est en train de s'écrouler, on a une extrême droite qui est en train d'augmenter dans toute l'Europe. C'est pas le moment de faire des fractures, mais c'est le moment d'arriver aux responsabilités, mais sous un programme de rupture. Et donc, dans la seule élection où il y a un... Et ça sera le moment de savoir qui pourra porter ce programme de rupture. Je suis parfaitement d'accord. Et donc, dans la seule... La France Insoumise soumettra sa candidature aux autres composantes du nouveau Front populaire qui décideront. La France Insoumise décidera avec elle, conjointement, et nous déciderons. Nous ne sommes pas fermés à ce que ça soit une autre candidature. Je suis tellement d'accord avec les discours d'union qui sont prônés. Et ce qui m'interroge, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une menace de la droite ou de l'extrême droite, comme c'est le cas à Villeneuve-Saint-Georges la semaine prochaine, les insoumis décident de partir seuls. Mais je vais prolonger. Les fractures, donc, comme vous le voyez ce soir, qui peuvent exister, mais qui ne cassent pas le nouveau Front populaire. Je ne crois pas que le nouveau Front populaire soit mort parce qu'il n'appartient pas au parti ni à certaines divergences. Juste de ce que je constate quand même, la dynamique était réelle après les européennes, après les législatives, risque quand même d'être fortement impactée. Enfin, je vois quand même qu'il y a des dissensions. Alors, certains pourront estimer majeures, je ne sais pas, libre aux auditeurs et aux auditrices. Mais quand même, est-ce que ça fait pas le jeu du RN Yes to Fuck était soutenu par les 4 partis de gauche. Mais là, on parle Villeneuve-Saint-Georges, Marseille, enfin, il y a plein de villes. Ah, mais quand même. vous me demandez à moi. Vous savez, dans une autre ville de Seine-et-Marne, actuellement, il y a une candidature écologiste qui est peut-être en train de se monter pour les municipales. Les socialistes et les communistes sont derrière. À chaque fois qu'il y a eu des dynamiques unitaires, c'est généralement, il faut bien l'admettre, soit des grands barons de certains partis, évidemment sur le plan local, qui bloquent, soit, et je l'aperçois depuis maintenant quelques semaines, la France Insoumise qui annonce des candidatures un peu partout, comme si le seul calendrier qui était en tête était un calendrier électoral. Vous avez déposé une motion de censure sans proposer une alternative claire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui allait se passer après la censure? Jean-Luc Mélenchon nous dit que le président va partir. On n'est pas dans un système comme l'Allemagne, où en Allemagne, lorsqu'ils font une motion de censure envers le gouvernement, ils doivent se permettre de ce n'est pas ce que je dis. Mais la vérité, c'est que la France Insoumise veut la démission d'Emmanuel Macron. Et encore heureux. Très bien. Donc, en fait, encore une fois, vos seuls agendas, ce sont des élections. Municipales, nationales, présidentielles, peu importe. En fait, tout ce que vous faites politiquement n'a pour but que de produire des élections. Tu vas pas me reprocher de vouloir changer la vie des gens en arrivant au pouvoir. Je vous reproche de ne pas avoir voulu changer la vie des gens quand nous avions une opportunité maintenant de le faire. C'est-à-dire en censurant. C'est-à-dire en ne soutenant pas. Parce qu'en ne censurant pas, vous laissez aux manettes du gouvernement François Bayrou, Elisabeth Borne, qui a été l'élément déclencheur du 49.3. Et revoilà des personnalités après le programme. Avec Manuel Valls, ce renégat du Parti Socialiste, détesté par une majorité de Français. Et vous décidez de les laisser en place. Donc finalement, ce n'est plus tellement le programme qui compte pour toi, ce sont les gens maintenant. Non. On censure des individus et non plus des... Attention. Si j'ai bien compris, il fallait censurer le gouvernement pour les ministres du gouvernement maintenant. Non, il faut censurer le gouvernement à partir du moment où le nouveau Front populaire n'est pas appelé au gouvernement.
Systématiquement. Systématiquement. Mais Systématiquement. c'est ce que le Parti Socialiste a signé. Le Parti socialiste a signé un acte qui dit que si jamais il y a un Premier ministre qui n'est pas issu spécifiquement des groupes du Nouveau Front Populaire... Le Parti Socialiste a signé un acte qui demandait à ce que le Premier ministre ou la Première ministre qui soit appelée au gouvernement soit un Premier ministre ou une Première ministre issu du Nouveau Front Populaire. Je me trompe? C'est-à-dire que le Parti socialiste a gagné des élections et a demandé à ce que le résultat des élections soit respecté. Vous voyez? Oui. Donc en ne censurant pas. C'est-à-dire que vous vous asseyez sur cette demande. Ah mais on ne s'assoit absolument pas sur cette demande. Ce serait un petit peu comme couper la branche sur laquelle on est assise. Et même si nous sommes des Ce que vous sociotraîtres, nous ne sommes pas encore totalement aveugles. Non, la vérité c'est que j'aimerais revenir sur le Mais débat ça de fait pas fond. le jeu du RN. tout Non mais ça, quand attendez. même. Parce que J'aimerais revenir sur le sujet de fond qui est la censure. Pourquoi le Parti socialiste n'a pas voté cette censure-là? Parce que nous avons amorcé un cycle de négociations avec le gouvernement et nous Qu'est-ce que avons vous avez arraché quelques Arraché quoi? victoires qui nous permettent de dire qui nous seront permettent balayés de par dire 49.3. qui nous Qu'est-ce que vous permettent allez de arracher? qui nous permettent de dire qu'un deuxième round de négociations est possible et que si le budget ne nous convient pas dans la présentation que François Bayrou va en faire, nous censurons. Qu'est-ce que nous avons obtenu? Nous avons obtenu le déremboursement des médicaments. Nous avons obtenu l'augmentation des fonds pour lutter contre les catastrophes naturelles. Nous avons obtenu l'augmentation de certains fonds pour les pensions de retraite. 200 € en moyenne par an pour tous les retraités qui toucheront des pensions de 1 400 €. Nous avons obtenu la non-tarification de certains prix de l'électricité. Nous avons obtenu la non-suppression de 4 000 postes d'enseignants. Nous avons obtenu 1,8 milliard de plus pour l'hôpital. Nous avons obtenu 2 000 postes d'AESH en plus. Nous avons obtenu le non-déremboursement des frais médicaux, c'est-à-dire que quand vous passez chez le médecin et qu'il vous reste un charge de 30 €, il ne vous coûtera pas 35 € comme c'était prévu initialement pour le gouvernement. Et nous avons en plus obtenu une conférence sociale sur les retraites qui était demandée par tous les syndicats. Une conférence sociale. Sur les retraites qui était demandée par tous les syndicats. Pour l'abrogation de la réforme des retraites ou sa suspension? L'abrogation de la réforme des retraites n'entraînera pas sa suspension, mais son abrogation. Mais vous, le Parti Socialiste, souhaite la suspension de la Ah non, réforme- l'abrogation de la Ou réforme des retraites. L'abrogation de la réforme des retraites. Donc pourquoi une conférence sociale alors? Si Parce nous voulons tous et voilà. l'abrogation de la Et réforme des voilà, retraites. et voilà la véritable gauche, voilà le véritable clivage peut-être qui existe. C'est que nous, au Parti Socialiste, quand tous les syndicats qui représentent le monde du travail et des travailleuses demandent une conférence sociale, on ne leur dit pas comment mieux se battre pour les travailleurs et les travailleuses que quand tous signent un appel. Quand tous ont signé un appel pour dire qu'il fallait une conférence sociale, L'ensemble des organisations syndicales pendant les mobilisations des retraites. sauf pendant le Nous débat avons parlementaire fait sur des les retraites. Nous avons fait des caisses de grève pour les Sauf syndicalistes. pendant le débat sur les retraites. Ah bon? Tous les syndicats vous avaient demandé de porter au vote et de ne pas empêcher le vote de l'article qui relevait l'âge de départ à la retraite. Tous les syndicats vous l'avez demandé dans une tribune au Monde. Vous avez choisi de faire de l'obstruction parlementaire et cet article n'a pas été débattu. Vous avez Parce que été sinon, contre il la aurait volonté été des perdu. syndicats. Il aurait été perdu. Vous avez donc été contre la volonté des syndicats ce jour-là. Tous les syndicats vous l'avez demandé, vous avez été contre Mais ce pour la jour-là. volonté populaire. Donc vous n'avez pas respecté la parole des syndicats ce jour-là. Ça fait au moins un point sur lequel tu viens littéralement de te contredire. Mais sur le deuxième point, nous, au Parti Socialiste, on écoute les syndicats. Quand les syndicats nous ont demandé une conférence sociale, enfin pas à nous d'ailleurs, on demandait en leur nom une conférence sociale, on s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de l'obtenir. Pourquoi? Parce qu'au moins, ça permet à tous les travailleuses et tous les travailleurs de ce pays d'être Tous représentés. les travailleurs, il y a des syndicats, la FSU n'est pas dans cette conférence sociale. Le syndicat des enseignants n'est pas dans cette conférence sociale. Une demande en ce sens a été Il y a notifiée plusieurs par tous les syndicats syndicats. Il y a plusieurs syndicats qui ne sont pas. Et en plus, c'est le MEDEF. Le MEDEF qui dispose d'un pouvoir de veto. Limite, Pour sur expliquer, cette le MEDEF, conférence c'est le sociale. syndicat des patrons. Voilà. C'est Des grandes entreprises. des grandes entreprises et Des entreprises en des général. très grands patrons. Et évidemment, quand on nous a dit, parce que vous avez peut-être vu passer ça sur Twitter, certains expliquent que parce que le MEDEF est autour de la table, il n'y aura jamais d'accord entre tous les syndicats. C'est un peu technique, mais peut-être reprenons depuis le début. Une conférence sociale, ça permet à tous les syndicats de se mettre autour de la table, les syndicats du monde du travail et les syndicats du patronat, pour essayer de trouver une solution à un problème. En l'occurrence, le problème-ci qui est soumis à cette conférence sociale, c'est l'organisation de la réforme des retraites, parce que comme vous le savez, il y a eu une réforme 2022-2023, la réforme Borne, qui a relevé l'âge de départ à la retraite à 64 ans, qui n'a pas été votée, qui a été adoptée par 49.3 après des mois de manifestations. Vous avez forcément vu ça. Et donc là, le but, c'est de faire une conférence sociale pour que tous les syndicats soient autour d'une table et discutent. Vous allez me dire, les syndicats du patronat, ils ne seront jamais d'accord. Peut-être, ou peut-être qu'ils seront d'accord pour un autre système. Le MEDEF a eu des déclarations floues, en fait, quand on regarde dans le détail. Mais quand bien même, l'accord qui sera trouvé, ou partiellement, ou l'accord, ou les pistes qui seront ébauchées, feront de toute façon l'objet
d'un projet de loi qui sera repris à l'Assemblée nationale Dans tous les et cas, soumis au vote. si cette conférence sociale n'aboutit pas, ça sera encore la continuité de la réforme Borne. qui Et va alors, nous s'appliquer. censurerons. C'est ce qui a été dit par Olivier Faure. C'était un débat sur la censure. As-tu ou avez-vous écouté Moi, Olivier Faure à vous- l'Assemblée vous- nationale? Vous aviez une deuxième chance au moins. La possibilité de censurer sur le budget. Parce que ce budget-là, il As-tu n'y a pas eu ento- d'augmentation, du budget pour les Français. Le Tu- budget qui est tu as, repris. tu as vu le budget du gouvernement? Oui, le budget qui est repris, Parce qu'il n'est pas C'est- encore sorti, je veux dire. mais ça sera une maquette, ça sera une remaquette du budget épargné. Non, mais je veux dire, le budget sur lequel tu es pour le moment que tu es en train de Éric critiquer Coquerel- va être le résultat oui, des oui. négociations qui Mais sont en Éric cours. Coquerel, le président de la commission des finances, l'a dit. Il l'a dit que le budget sera un remake du budget Barnier et que certes, il n'y aura pas la suppression. Et des Charles de Courson, rapporteur de la commission des finances, a dit qu'il fallait attendre le résultat de la conférence sociale. Et c'est vrai qu'il est assez curieux de commenter un budget qui n'existe pas puisque la commission s'est pas encore réunie. Mais nous verrons bien. Ah, nous verrons peut-être bien. Toujours est-il que là, vous voyez, il y a une ligne de partage très claire. Au Parti socialiste, et les écologistes et les communistes ont soutenu l'idée d'une conférence sociale. Les écologistes, Mais on censuré. sauf Sandrine Rousseau et Delphine Bateau. Oui, d'accord, mais sauf que l'ensemble du groupe écologiste et l'ensemble du groupe GDR ont décidé de censurer. Bah non, pas l'ensemble du groupe des écolos, puisque Sandrine Rousseau et Delphine Bateau n'ont Un pas ensemble, censuré. Un ensemble. Ah oui, un ensemble. Mais est-ce que Sandrine Rousseau est une soutien du gouvernement Bayrou, selon toi? On en revient en discussion tout à l'heure. Je n'ai pas Totalement. dit Sandrine Rousseau, Tu j'ai soutiens. pas dit que Sandrine Rousseau. Il est donc possible de Vous me ne posez pas une question, censurer. je Il est donc possible de ne pas censurer un gouvernement sans être immédiatement associé à la politique de ce gouvernement. Mais en tout cas, vous trahissez le vote des électeurs. Vous trahissez les attentes des électeurs. Les électeurs ne veulent pas abroger la réforme des retraites. Qui ont fait le choix, mais ils veulent que ce gouvernement soit censuré. Parce que les électeurs du Nouveau Front Populaire n'ont pas voté pour que ce soit François Bayrou au gouvernement, pour que ce soit Elisabeth Borne au gouvernement. Ils n'ont pas voté Je suis d'accord. pour qu'on ait une conférence sociale sur la réforme des retraites. Ils ont voté pour son abrogation. Ils ont manifesté pour une conférence sociale. C'était dans le texte de l'intersyndicale l'intersyndicale avait signé un appel Mais pour ils qu'il y ait ont- une conférence Je sociale répète, ils ont voté pour l'abrogation de la réforme des retraites parce que c'était tout bonnement marqué sur le tract. qui va être abrogée à l'issue de la conférence sociale. Ah oui? Vous en êtes sûr? Et encore une fois, c'est là que je me demande si vous avez écouté Olivier Faure à la tribune de l'Assemblée nationale quand il a prononcé le discours. Honnêtement, l'as-tu fait? Te souviens-tu? Te souviens-tu? Parce que Olivier Faure a quand même déclaré, et j'espère que tu en conviendras puisqu'il l'a dit, vous pouvez le retrouver sur Internet, si il y a un veto, soit posé par, il a dit les forces syndicales, il visait le MEDEF, à ne pas en douter, soit par le gouvernement qui ferait de l'obstruction parlementaire, c'est-à-dire s'il n'y a pas un vote très clair à l'issue de tout ce processus sur l'abrogation de la réforme des retraites, il y aura censure. Je ne vois pas ce qu'il vous faut de plus. On essaie de tout faire pour que la réforme des retraites tombe. Je ne vois pas ce qu'aurait entraîné la chute du gouvernement Bayrou sur la réforme des retraites. Je ne vois pas très bien comment François Bayrou qui tombe, ça change quoi que ce soit pour la fin du mois, pour les pensions de retraite, pour le prix des médicaments. C'est le gouvernement qui décide de l'ordre du jour. Mais c'est le président qui nomme le Premier ministre. Et il nous a déjà prouvé par 2 fois qu'il n'en avait strictement rien à faire. Nous avons une chance unique, là, maintenant, d'agir. On peut les contraindre. Mais on les contraint par la négociation. Ah oui? Mais bien sûr. Comment vous croyez qu'on a obtenu tout ça? On verra bien. En les menaçant de On censure. verra bien. C'est la négociation et le compromis qui permettent d'avancer. Sinon, quelle est l'alternative? En fait, on se retrouve avec un Michel Barnier. Pour encore expliquer, qu'a fait Michel Barnier? Michel Barnier avait décidé de négocier uniquement avec le Rassemblement national. Il a été censuré très sévèrement par un texte qui avait été déposé le 4 décembre par le Parti socialiste. Qu'on ne vienne pas aujourd'hui nous dire qu'on est la béquille d'Emmanuel Macron, c'est nous, enfin c'est notre texte signé par tous les députés du Nouveau Front Populaire, mais c'est le texte de censure proposé par LFI qui a fait. et défendu par Boris Vallaud. Non, c'est la motion de censure déposée et défendue à la tribune par Boris Vallaud. Non, Boris Vallaud a soutenu cette motion de censure. Mais c'est la France Insoumise qui l'a déposée. Si vous voulez ouvrir un lien internet et taper motion de censure Barnier, vous tomberez sur le document officiel de l'Assemblée nationale et le premier signataire du texte, c'est Boris Vallaud. Mais tout ça pour dire que le 4 décembre dernier, il y a un mois, pas il y a 2 ans, il y a un mois, les socialistes ont fait tomber le gouvernement. Donc on ne vienne pas nous dire qu'on est les alliés d'Emmanuel Macron ou je ne sais pas quoi. Nous avons fait tomber le gouvernement. Et là, nous disons, si le gouvernement ne nous écoute pas et qu'on n'obtient pas des victoires pour les Françaises et les Français, nous le ferons tomber. Mais là, il s'avère que dans l'intervalle... Des miettes, c'est pas des victoires.
Il y a des gens pour qui des miettes, en fait, ça va représenter des victoires. 200 € de plus par mois pour les pensions de retraite, je peux t'assurer que ça représente beaucoup. Que les prix des médicaments n'augmentent pas quand on va chez le médecin ou voir sa sage-femme, que ça n'augmente pas de 5 € par séance, ça représente. Que 4000 postes d'enseignants ne soient pas supprimés, ça représente. Non, Que je suis les, d'accord. que Je suis d'accord. ce ne sont pas des miettes. On ne peut pas dire que ce sont des miettes. Bien sûr qu'on veut obtenir plus. Et honnêtement, on va essayer de le faire. Mais venez nous aider. Si on se présente à 4 partis, si on se présente à C'est ce qu'on 4 fait, partis, on y arrivera beaucoup lors des plus. votes du budget, la France Insoumise est très présente. Lors des votes du budget. Pour déposer des amendements. Mais pour- pourquoi vous pour refusez de venir pour négocier défendre avec ces textes nous en alors? commission, la France Insoumise est présente. Mais pourquoi vous ne venez Quasiment pas plus négocier avec que nous le alors? Parti socialiste. Pourquoi vous ne venez pas négocier avec nous alors? Mais qu'est-ce que vous voulez négocier avec un gouvernement qui ne nous écoute pas? Mais je viens de Le te le dire. gouvernement ne nous écoute pas. Le prix des médicaments, Mais on verra les bien postes sur- mais on d'enseignants, verra bien sur le- mais on l'hôpital. verra bien au moment du vote du budget. On verra bien. Mais c'est-à-dire que vous n'allez pas participer aux négociations et que peut-être que le Vous peu de avez victoires... vous avez participé aux négociations justement pour trouver un choix du Premier ministre avec le président de la République. Le président de la République a tout bonnement décidé de ne pas vous écouter. Marine Tondelier est arrivée en fanfare en sortant de l'Élysée en disant on l'a contraint, ça a marché, etc., etc. Quelques semaines après, François Bayrou a été nommé. Pareil, vous avez été à Matignon avec le Parti communiste, les écologistes et le Parti socialiste. La France insoumise a décidé de ne pas y aller pour discuter d'un accord de non-censure. Et justement, tu ne crois pas que si vous étiez venu avec nous, on aurait eu plus de pression que si... J'y crois pas. Tu ne crois pas que venir à 4 partis de gauche... Parce qu'on a, on a déjà essayé, avant que Michel Barnier ait été nommé. La France Insoumise faisait partie, avec Lucie Castet, avec Marine Tondelier, avec Olivier Faure, faisait partie des invités à l'Élysée pour discuter du choix du Premier ministre. Sûr. Qu'est-ce que ça a changé? Beaucoup de choses. Ah oui? Puisque nous avons démontré aux Françaises et aux Français que c'était le président. Qui était à l'issue refusait. de ce blocage. Alors que là, ce que vous êtes en train de démontrer, c'est qu'à cause de vous, on a un blocage. Ah oui. Vous êtes en train de démontrer à une partie du pays qu'en fait, il y a une partie de la gauche qui ne veut pas de victoire. Non, Ce que je ne comprends véritablement pas, encore une fois. Lors de la niche parlementaire de la France Insoumise en novembre, la France Insoumise a proposé des textes et son premier texte proposé, c'était l'abrogation de la réforme des retraites. Qui ont fait l'obstruction parlementaire? Les premiers, c'est les députés du MoDem, issus du Et groupe du de François Rassemblement Bayrou. national. Et vous allez me faire croire qu'aujourd'hui, François Bayrou va dire on va abroger la réforme des retraites qu'ils ont décidé Et oui, d'obstruer 2 mois avant. parce que cette Ça fois-ci, m'étonnerait, ça m'étonnerait, ça on m'étonnerait, ça peut m'étonnerait. le censurer. Peut-être qu'on joue à un jeu de Jeep, hein, mais moi, ça ne me fait pas rire, ça ne me plaît pas. Ça me plaît pas de voir que la discussion parlementaire se résume à aller faire des négociations. Vous ne faites de- pas de- de de- discussion de- parlementaire, de- vous êtes concentré sur l'élection présidentielle. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Tu l'as dit tout à l'heure, Emmanuel Macron, vous voulez qu'il démissionne. Oui. Donc vous n'avez strictement rien à faire de la mandature actuelle, vous voulez simplement qu'il ne censure pas. C'est pas ce qu'on dit. Mais il y a un blocage politique aujourd'hui. Et vous voulez Il y a un- censurer il y tout a un gouvernement. Il y a un blocage politique et institutionnel provoqué par Emmanuel Macron. On est Je d'accord suis parfaitement d'accord. D'accord. Donc, nous avons déjà censuré un gouvernement, le gouvernement Barnier. Tout à fait. Nous allons sûrement censurer le gouvernement Gouvernement Bayrou. Bayrou. Est-ce qu'on censurera le D'accord. 3e gouvernement qui sera proposé? Mais au bout d'un moment, on voit bien qu'il n'y a pas d'issue. Est-ce Ah, qu'on censurera le on voit 3e bien qu'il y a pas gouvernement? d'issue. On voit bien qu'il n'y a pas d'issue avec cette instabilité politique. Donc, le créateur de cette instabilité politique, le responsable de cette instabilité politique, c'est Emmanuel Macron. Au 9 juin au soir, vous êtes bien pour tous les deux une dissolution. Moi? Non, pas du tout. Bah moi, je ne vois pas de mal à donner la parole au peuple. J'ai considéré que la dissolution était une erreur très grave pour 2 raisons Donc principales. dans la vision, dans le schéma de l'Assemblée nationale actuelle, tu es contre une dissolution. Je Ah oui, vais reformuler. Ça ferait mal au Parti Socialiste d'avoir une dissolution. La question, parce que la question n'est pas la même. J'avais dit à l'époque à France Inter, au soir de la dissolution, que le président prenait une décision stupide. La décision était stupide C'est de jamais dissoudre. stupide de donner la parole aux Français. Non, mais ce qui est stupide, c'est de le faire dans un temps si brutal. Ah, je suis 5 semaines, Je suis d'accord. 5 semaines pour dire aux Françaises et aux Français, effet. choisissez le destin parlementaire de votre pays, En effet, je c'est suis une erreur grave. Il ne Sur la s'agit pas question. simplement d'élire, parce que là, c'était une élection. Sérieusement, je ne sais pas comment l'ont ressenti les Françaises et les Français, je ne parlerai pas au nom de tout le monde, mais peut-être que ce soir, si quelqu'un peut nous dire dans le chat, est-ce que quelqu'un a bien vécu les élections législatives de cet été? Parce que là, aujourd'hui, on a gagné, hein, mais je me souviens très bien que cet été, on pensait tous que Jordan Bardella finirait à Matignon. Est-ce que vraiment on a oublié ça? Si on pensait à ça, on n'aurait pas fait campagne. Non, on était quand même tous persuadés qu'on faisait une campagne de résistance. Une campagne pour gagner. Non, une campagne de résistance. C'est-à-dire que la campagne pour gagner, on savait, Donc, même dans donc la les échanges. possibilité- Donc selon toi, la possibilité que le nouveau Front Populaire soit majoritaire n'était même pas une idée possible en fait. Dans ce cas-là, pourquoi faire l'alliance alors?
pour résister et pour démontrer qu'il était tout à fait possible de Pas réunir. pour pouvoir dégager une majorité issue du nouveau Front populaire, alors. Bien sûr, c'était l'espoir. Mais ne viens pas me dire que tu as regardé le soir Je du suis 7 navré, juillet moi, les quand résultats en te disant tout était prévu et franchement, c'est de la Non, victoire non, qu'on c'est avait pas ce que prévue. j'ai, mais moi, quand je décide de faire campagne, je fais campagne pour pouvoir gagner. Je fais campagne pour pouvoir changer la vie des gens, pas pour faire un blocage. Enfin, si, pour faire un blocage. Il fallait exactement. Mais d'abord pour gagner. Je ne vais pas avoir les électeurs de ma circonscription en leur disant ah non, on n'a pas envie de changer votre vie, on n'a pas envie de pouvoir proposer l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation du SMIC, le gel des loyers, mais on a juste envie de bloquer le Rassemblement national. Je n'y crois pas. Et je n'ai pas fait campagne pour ça. Une étude de la Fondation Jean Jaurès est sortie en fin d'année dernière. Bon, j'espère qu'on conviendra que la Fondation Jean Jaurès, c'est pas exactement un organisme de droite. Non, je ne le remets pas en cause. Et avait fait une étude très détaillée sur les motivations qui avaient poussé les électrices et les électeurs à se déplacer et à voter pour le nouveau Front populaire au premier et au deuxième tour. L'adhésion au programme représente 15% de ces raisons. L'adhésion au programme du nouveau Front populaire représente 15% des raisons Ça principales. vous fait pas peur, ça, justement, pour l'avenir? Ça me fait peur et en même temps je le comprends puisqu'encore une fois le président a décidé de déclencher une élection brutale en 5 semaines. Le contexte était inédit. Le contexte était Mais inédit. dans le cas d'une nouvelle dissolution, me semble-t-il, ça risque d'être beaucoup plus compliqué de mobiliser un électorat, notamment jeune, qui a cru en la victoire aussi du nouveau Front populaire, surtout dans l'entre-deux tours, pas forcément peut-être avant le premier tour, mais dans l'entre-deux tours. Là, au vu de la tambouille politique que cela a créé, nouvelle dissolution il y a, on va les refaire voter en disant... Pardon, mais vous êtes beaucoup plus intelligent que moi si vous estimiez que même dans l'entre-deux tours des élections législatives, il était possible pour le nouveau Front populaire de gagner. Toutes les projections, et même l'Élysée, le président lui-même était en train de se préparer à l'arrivée de Jordan Bardella. Et l'émotion je me souviens particulièrement bien de l'émotion de la victoire du 7 juillet, c'est de voir tous ces gens sortir dans la rue, aller place de la République à Paris, aller sur les places et faire la fête. C'est parce que et jusqu'aux états-majors des partis, je ne veux rien révéler, mais jusqu'aux états-majors des partis, il y avait une émotion. Je me souviens très bien de Jean-Luc Mélenchon, même marchant dans la rue, et de l'émotion de Marine Tondelier qui pleurait. Honnêtement, c'était imprévisible, puisque ça trompait tous les résultats, y compris les résultats de 5 semaines avant des européennes. C'est la démonstration. Sur tous les sondages. Sur 27 sondages qui ont été faits, et l'élection les 27 européenne. sondages donnaient le Rassemblement national gagnant. Et l'élection Ils se sont tous européenne. trompés. Et l'élection européenne, parce qu'en fait, on a fait refluer, et bravo à nous, on a fait refluer l'extrême droite un peu entre l'élection européenne et l'élection législative. Et le deuxième tour de l'élection législative. C'est-à-dire qu'elle était première, elle est passée troisième. Ça démontre une chose. Ce qui fonctionne encore très bien en France, c'est le barrage républicain. Les programmes... Mais penses-tu que cela va fonctionner à l'avenir? Là, j'ai l'impression que c'était vraiment le dernier espoir. Et là, au vu de la tambouille, il n'y a pas d'autre mot, de la tambouille politique, avec tous ces arrangements, effectivement, du bloc central notamment. Enfin, c'est factuel, hein. Bien sûr, neutre, mais c'est factuel. Parce que normalement, un bloc qui arrive en tête, il est amené à gouverner, quelle que soit l'opinion qu'on pense de lui. Ah, mais là, c'est... Donc, au niveau de la mobilisation des électeurs, penses-tu que si nouvelle dissolution il y a, la question est concrète, on peut refaire surgir un espoir? Est-ce que les scores vont être les mêmes? L'espoir et le barrage, je pense que les électrices et les électeurs trouveront le barrage. Le problème étant, par contre, ça va être au niveau des partis et des candidats, puisque nous avons un parti qui était quand même les macronistes, appelons-le le socle commun large, qui a survécu pendant les élections législatives, parce qu'ils sont arrivés légèrement en première position, parfois à quelques centaines de voix dans pas mal de circonscriptions, et que la gauche tout entière, et comme un seul homme, s'est désistée en leur faveur. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait à peine élus? Ils sont partis toper et négocier sous Michel Barnier avec le Rassemblement national. Il n'existait plus, là, le barrage républicain à l'Assemblée. C'est-à-dire que des gens qui avaient été élus sur le barrage républicain n'avaient absolument aucun problème à partir négocier avec le Rassemblement national. Là, c'est là que va se poser un véritable problème, parce qu'on a dit à des électrices et des électeurs, votez pour des gens avec qui vous ne partagez rien. Mais faites-le au moins parce qu'ils sont dans la République et parce qu'il doit y avoir un cordon sanitaire très clair avec l'extrême droite. J'ai peur de l'effet que, évidemment, moi dans ma circonscription, j'ai voté pour un homme, Frédéric Valtou, député Horizon, barrage républicain. Il y a 3 semaines, il déclare qu'il faut écouter et traiter légitimement comme les autres partis le Rassemblement national. Je vais avoir un problème. Je vais sincèrement avoir un problème s'il est à nouveau candidat dans ma circonscription. Parce que je sais très bien qu'en fait, si je vote pour lui, je vote pour quelqu'un qui peut être un escabeau. Mais tu es peut-être prêt à revoter pour lui? Je suis prêt. Je voterai toujours contre quelqu'un qui sera contre le Rassemblement national et Reconquête. Toujours, quoi qu'il arrive. Même s'il faut voter pour Aurélien Pradier des LR, je voterai pour Aurélien Pradier des LR. Je vote contre le Rassemblement national, quoi qu'il arrive.
quoi qu'il m'en coûte. Et j'avais même eu cette formule à l'époque très provocante, je préfère 47 Emmanuel Macron qu'une seule Marine Le Pen. Je préfère 47 mandats successifs d'Emmanuel Macron qu'une seule Marine Le Pen. Formule très provocante, parce que totalement impossible. Mais c'est pour dire à quel point ça doit être un réflexe physique, pas d'extrême droite et pas de négociation avec l'extrême droite. Le camp central a décidé de rompre cet accord. Et justement, aujourd'hui, François Bayrou, j'ai beaucoup de reproches à lui faire, et très honnêtement, sa politique, je ne la supporte pas. Mais il fait le choix, semble-t-il, de vouloir négocier et de vouloir sortir un peu de la tutelle de l'extrême droite. Il n'a pas tellement négocié avec le Rassemblement national pour le moment, il essaie de négocier avec la gauche. Est-ce qu'on ne doit pas, au nom de ce réflexe moral qu'on a d'aller contre l'extrême droite, tout faire pour qu'il n'ait pas à négocier avec l'extrême droite ? Et donc essayer tant bien que mal, même si ça doit nous coûter, comme ça nous a coûté d'aller voter pour des macronistes au deuxième tour des législatives pour faire barrage républicain, est-ce qu'on ne doit pas essayer d'aller arracher même des petites victoires plutôt que laisser le Rassemblement national décider? Ces victoires-là s'arrachent au Parlement. C'est ce que je disais. Ces victoires-là s'arrachent au Parlement, pas avec des négociations. Ça s'arrache sur des votes en commission, ça s'arrache sur des votes en séance plénière, ça s'arrache sur des votes sur le budget. Et c'est pendant le budget que nous verrons si le budget proposé par François Bayrou et son gouvernement sera un projet d'austérité ou est-ce que c'est un projet qui peut garantir des jours heureux pour les Français. Nous le verrons. Mais ça se passe à l'Assemblée, ça se passe au Sénat aussi, ça se passera notamment à l'Assemblée parce que c'est toujours l'Assemblée qui a le dernier mot dans la navette parlementaire, mais pas dans des négociations à Bercy ou à Matignon ou à Beauvau, etc. J'en passe. Je ne vois pas, je ne vois pas quelles seraient des négociations à trouver avec Bruno Retailleau, avec Gérald Darmanin, avec Manuel Valls. Quelles sont des négociations à trouver avec eux? Si vous voulez avoir des négociations, ça passe par le rapport de force. Et le rapport de force, il est à l'Assemblée. Non, une négociation, ça passe jamais par le rapport de force. Si vous arrivez avec un énorme flingue sur la table et que vous le mettez sur la tempe de quelqu'un, vous négociez pas avec lui. Vous lui extorquez des victoires ou des prix. Mais ça s'appelle pas une négociation. C'est peut-être le clivage profond que nous aurons de la culture parlementaire. Mais juste pour concéder des éléments du programme du nouveau Front populaire pour en avoir d'autres de François Bayrou. J'aimerais juste rebondir sur ce que tu as dit. C'est des concessions mutuelles. J'aimerais donc rebondir sur quoi tu as répondu précédemment, parce qu'en fait, vous êtes en train, peut-être pas toi, hein, mais vous êtes vraiment en train de tromper l'électorat. C'est-à-dire que maintenant, tu me dis, on verra sur le budget. Mais vous n'avez même pas voulu voir sur le budget, puisque vous vouliez que François Bayrou parte avant de proposer un budget. Donc c'est que vous ne vouliez même pas voir ce qu'il allait y avoir dans le budget. On propose un budget alternatif. Non, vous vouliez censurer le gouvernement, ce qui mettait de fait fin à l'exercice parlementaire de ce gouvernement. Donc vous ne vouliez pas de l'activité parlementaire, puisque vous vouliez arrêter l'activité parlementaire. Sera austéritaire. On le sait. Donc vous n'avez finalement pas envie. C'est une logique idéologique. Donc finalement, tu n'as pas envie du travail parlementaire sur le budget, puisque vous avez voulu censurer. Mais comment on peut avoir envie du travail parlementaire et censurer le Parlement? Les députés France Insoumise ont été les plus actifs et les plus présents lors des votes sur le budget. D'accord. Et bien plus que le Parti Socialiste. Mais réponds à cette simple question, s'il te plaît. Moi, je suis démocrate et républicain. Je suis pour l'activité parlementaire et que grand bien fasse que les députés travaillent. Alors pourquoi Ils censurer? ont été mandatés pour. Pourquoi faire chuter le gouvernement? Mais parce qu'on sait que ce gouvernement aura un projet austéritaire, aura des baisses du budget. Donc c'est que vous êtes contre l'activité parlementaire. Dans l'enseignement supérieur. On ne peut pas être à la fois pour la chute du gouvernement et pour l'activité parlementaire. Les deux sont incompatibles. Mais on peut très bien proposer un gouvernement alternatif avec le nouveau Front populaire. Il y a une crise démocratique aujourd'hui. Oui, mais ce n'est pas en nommant François Bayrou que cette crise démocratique sera résolue. Non, mais encore une fois, c'est pour que tout le monde soit bien au clair là-dessus. On ne peut pas être à la fois pour l'activité parlementaire et pour la chute du gouvernement. C'est impossible. Mais c'est du ressort du Parlement, justement, de contrôler l'activité du gouvernement et de le censurer dans le cadre où ça ne le convient pas. Mais donc pas de travailler en commission sur des lois, puisque une fois que le gouvernement tombe, il n'y a plus de travail sur les lois. On ne peut pas à la fois vouloir travailler sur des lois et à la fois faire chuter un gouvernement. C'est impossible. Mais justement, s'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de projet de loi. Oui, mais tout à l'heure, tu as dit que tu voulais travailler sur des projets de loi et finalement, tu nous dis qu'il faut censurer et faire tomber le gouvernement. Les deux sont impossibles. Mais pourquoi Donc, que priorises-tu? La genèse même du problème, c'est le fait que François Bayrou soit nommé au gouvernement. La genèse même du problème, c'est qu'Emmanuel Macron dissolve l'Assemblée nationale. Non, je ne suis pas d'accord. C'est qu'il justement, il nomme un Premier ministre qui ne soit pas issu du nouveau Front populaire. Elle est là, la genèse du problème. C'est que c'est lui qui est à l'origine de cette instabilité gouvernementale. Ah, ça c'est lui, ça c'est sûr. Nous sommes d'accord. Donc à partir du moment où unilatéralement, il décide de provoquer une instabilité politique, vous ne pouvez pas nous insinuer que la France Insoumise serait à l'origine de ce blocage parlementaire, de ce blocage de l'action du gouvernement, sachant même que c'est le président qui refuse. C'est absolument pas ce que j'ai dit. Sachant même que c'est le président qui décide de passer en force. Je dis que face au président, nous avons deux stratégies différentes. Finalement, la France Insoumise
utilise juste son pouvoir parlementaire. Donc le pouvoir de censurer un gouvernement lorsqu'il ne répond pas aux attentes des parlementaires. Et refuse donc je ne de vois travailler sur des lois. Je ne vois pas en quoi ça serait critiquable de critiquer justement les moyens constitutionnels garantis par la Constitution. Non, mais bien des sûr. parlementaires. Je ne vois pas où est le mal. Ah, mais Qu'un parlementaire je ne dis pas que c'est mal. exerce de ses pouvoirs constitutionnels. Je ne dis pas que c'est mal, j'aimerais juste que le parlementaire, avant d'exercer ses pouvoirs constitutionnels, exerce ses activités de parlementaire. Parce que on ne peut pas, encore une fois, faire chuter un gouvernement et travailler sur un budget. Je vais présenter un cas très simple. Il va y avoir une loi spéciale sur Mayotte. Cette loi ne peut pas être présentée si le gouvernement tombe. Je répète, la loi spéciale pour la reconstruction de Mayotte et pour l'aide humanitaire à Mayotte ne sera jamais votée si le gouvernement tombe avant. Mais un gouvernement peut être nommé très vite le lendemain. Attendez. Encore une fois, je répète. Je répète, la censure d'un gouvernement éventuel empêchera le traitement tel qu'il est actuellement en train de se faire de la loi pour soutenir Mayotte. Et non, ce n'est pas possible puisque ça décale d'au moins 2 semaines. Mécaniquement, parce que certes, il faut qu'un gouvernement soit nommé, ensuite il faut qu'il y ait un conseil des ministres, il faut que le conseil d'État donne son avis sur la loi, et ensuite il faut qu'elle soit débattue à l'Assemblée nationale. Ça fait au moins 5 à 6 jours. Or, la loi est actuellement débattue à l'Assemblée nationale. Souhaites-tu renverser le gouvernement et décaler de 5 jours, possiblement, l'activation d'un plan d'urgence pour Mayotte, ou souhaites-tu au moins attendre que cette loi passe, et peut-être on se revoit après? Parce que c'est ce que disent en fait les socialistes. Je souhaite que les Français soient entendus. Parce que là... Mayotte, c'est en France, hein. C'est ce que je dis. Et il faut de l'aide. Oui, d'urgence. Je suis d'accord. Une aide d'urgence qui n'est pas suffisamment donnée aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de loi. On a un président de la République. Et il faut une loi spéciale pour donner de l'aide. On n'a pas forcément besoin de loi spéciale. Il y a des décrets qui peuvent être pris. Il y a des décrets qui peuvent être pris par le président ou par le gouvernement pour décider d'une aide d'urgence à Mayotte. Il y a des décrets spéciaux qui peuvent être pris pour l'organisation des pouvoirs et des pouvoirs publics et l'organisation des hôpitaux à Mayotte. Non. Il y a des décrets qui peuvent être pris pour acheminer de l'aide d'urgence à Mayotte. Non, ça relève pas des décrets. L'aide d'urgence, elle est acheminée quoi qu'il arrive. Le projet de loi spéciale pour... L'action administrative ne peut pas être décidée par décret. Oui, mais l'aide humanitaire, si là je sors mon téléphone et que je file 5 € à la Croix-Rouge, l'aide humanitaire, je l'envoie directement. Le projet de loi pour Mayotte, il n'a pas pour vocation à fournir de l'aide humanitaire, il a pour vocation à reconstruire rapidement et à organiser les institutions et si possible, un retour à la normale, on l'espère pour le semestre prochain, sur Mayotte. Est-ce que vous considérez que les Mahoraises et les Mahorais, ils passent avant ou après la censure éventuelle du gouvernement? Est-ce qu'on fait passer ce projet de loi et ensuite on voit ce qui se passe? Est-ce qu'on censure le gouvernement ou pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas au moins convenir qu'il y a une espèce d'union nationale qui existe sur le fait de soutenir Mayotte et de... Non, nous sommes d'accord. Mais alors pourquoi avoir proposé une censure avant l'examen de ce projet de loi? La France Insoumise a été le premier parti à proposer des cagnottes. Non. Pardon, mais cette formulation d'être le premier parti de... je la trouve quelque peu déplacée. Au-delà de ça. Mais donc, moi, je suis issu d'un territoire d'outre-mer, la Guadeloupe. Bien sûr. Qui a subi des ouragans dans son histoire, qui a subi des catastrophes naturelles, qui aujourd'hui subit des discriminations économiques et qui a aujourd'hui 40% d'inflation supplémentaire à l'Hexagone. Et qui est maltraité par la République. Qui est maltraité par la République et qui est maltraité par le gouvernement actuel et par le précédent gouvernement. Oui. On est d'accord. Aujourd'hui, il y a une mobilisation dans les Outre-mer et aussi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie comme jamais. Et donc, il faut aider les Outre-mer. On est d'accord. Et donc, quand les socialistes obtiennent... Nous sommes d'accord. Très bien. Et quand les socialistes obtiennent 200 millions d'euros supplémentaires pour le budget des Outre-mer dans les négociations avec Bercy... Nous le voterons. Non, vous avez voulu le censurer en censurant là le gouvernement et en empêchant que cette proposition de loi se fasse sur le budget. Mais vous l'avez déposée, cette proposition de loi? Mais non, c'est dans les négociations sur le budget. Dans les négociations sur le budget, on a négocié plus de budget pour les Outre-mer. On verra bien à ce moment-là. Non, vous ne pouvez pas dire on verra parce que vous avez voulu le censurer d'office. Mais on verra bien à ce moment-là. On verra bien sur le vote du budget au moment où il y aura cette proposition de loi qui sera déposée par les socialistes. Donc vous êtes contre la censure? Que ça soit en commission... Non, on est pour un budget réaliste pour les Français et un budget qui aide les Français les plus modestes. Et pourquoi vous refusez de le négocier alors? Mais parce que ça se négocie au Parlement, ça ne se négocie pas à Bercy. Et là, on retombe. J'ai l'impression qu'on tourne en rond, mais j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Mais ce que je dis, c'est que vous n'aurez rien, quasiment rien. Non, mais parce que au moins maintenant tout le monde le voit. Le gouvernement ne vous donnera pratiquement rien en allant négocier à Bercy. Non, mais au moins ou à Matignon. Tout le monde le voit à travers la caméra. Les victoires s'arrachent au Parlement.
tout le monde le voit à travers la caméra. En fait, on nous renvoie à d'éventuelles négociations parlementaires tout en nous disant qu'il faut faire chuter le gouvernement et faire cesser l'activité parlementaire. On nous dit qu'il faut un projet pour à la fois d'aide pour les Outre-mer et une loi d'urgence pour Mayotte, mais quand même temps, on va peut-être le censurer avant le gouvernement, ce qui va décaler de 10 jours, mais quand même temps, c'est pas grave parce qu'il faut soutenir quand même. En fait, je ne doute absolument pas des valeurs et des idées qui sont les tiennes, mais il faut que tu te rendes compte que la France insoumise semble prioriser le calendrier institutionnel sur le calendrier des lois, puisque quand on censure un gouvernement, encore une fois, ça décale de 10 jours, possiblement de 10-15 jours, la remise en chantier du projet de loi d'aide spéciale pour Mayotte. D'accord. Si on avait censuré le gouvernement, ça partait à la poubelle. Pour 10-15 jours, peut-être. Et peut-être que tu vas me dire que 10-15 jours, après tout, les Mahorais vont attendre. Mais Non, c'est pas ce que je dis, attention. très bien. C'est pas ce que je dis. Donc, on a bien fait de ne pas censurer tout de suite. Et peut-être d'attendre que cette loi spéciale passe. Je sais pas. En tout cas, on verra pendant le budget. J'ai l'impression verra qu'on pendant commence le à budget. tomber d'accord. Au moins sur cette loi spéciale pour Mayotte, on peut peut-être attendre de voir et on peut peut-être espérer une unité nationale sur cette loi spéciale-là. J'espère un consensus national. J'espère vraiment, et je rappelle que vous pouvez soutenir Mayotte en donnant à des associations comme la Croix-Rouge et la Fondation de France, il me semble, et C'est bien Il y a ça, plusieurs oui. collectifs voilà. humanitaires qui se sont déplacés à Mayotte d'ailleurs, et on pense à eux, on pense aux citoyens mahorais et aux citoyens tout Ah oui, non, mais de l'ensemble très des important de le territoires rappeler, ultramarins. bien sûr. et sincèrement, et je tiens à l'expliciter, je ne doute pas de l'engagement de la France insoumise et je ne doute pas de ton engagement personnel sur le sujet et évidemment sur le soutien aux Mahorais. Ce qui me semble être une dissonance par rapport à ce souhait-là, c'est de dire ensuite on va tout faire pour Donc, dégager en fait, le gouvernement. non. Donc en fait, vous préférez que les Français continuent à être humiliés sur la question démocratique parce que le président décide de nommer encore unilatéralement, parce que je tiens à souligner que François Bayrou s'est imposé au président de la République. Il s'est imposé en disant que... Alors moi personnellement, je crois pas. Je crois que c'est les offs qui sont sortis dans la presse, mais je pense que... Mais ça, c'est... Voilà. Alors, des offs que nous avons, Sébastien Lecornu avait été nommé par le président la veille au soir. Et Et François que Bayrou aurait François piqué une Bayrou, colère. le lendemain matin, Aurait piqué la fameuse colère de colère. 2h45. Moi, Ça personnellement... serait vérifié. Voilà. Après, ce ne sont que des offs, mais Ce sont que des offs, mais... ça restera dans les méandres de la politique. En tout cas, voilà. Donc, François Bayrou décide unilatéralement de s'imposer en tant que Premier ministre. Et nous, Nouveau Front Populaire, composante du Nouveau Front Populaire, électeurs et militants du Nouveau Front Populaire, on déciderait de laisser passer ça. Donc on décide de laisser passer un hold-up démocratique alors. Sauf si on arrive à arracher de François Bayrou des victoires du programme du Nouveau Front Populaire sous la pression de la censure. Parce que peut-on également convenir, s'il te plaît, que se serait-il passé si les socialistes avaient voté la censure? Rien. Le Rassemblement national n'allait pas voter la censure du gouvernement de François Bayrou. Si les socialistes avaient voté la censure, le gouvernement ne serait pas tombé. Il ne se serait Pourquoi vous n'avez rien pas passé. Dans ce cas-là, pourquoi vous ne l'avez pas voté alors? Parce qu'il fallait continuer la négociation. C'est justement parce que ça ne servait strictement à rien de la voter qu'on a préféré continuer les négociations parce que les négociations fonctionnent. Alors que votre censure n'a servi strictement à rien. Mais véritablement, hein, strictement. Oh, je suis pas d'accord. À Je suis rien. pas d'accord. Lorsque le gouvernement ne demande pas la confiance, il est d'usage pour les parlementaires de proposer une motion de censure. Il est d'usage. Tout à En fait. tout cas, il est d'usage d'abord que le gouvernement propose un vote de confiance. Qui a été refusé par tous les ministres d'Emmanuel Macron d'ailleurs. Il faut le refuser. Il faut le préciser. Du fait, même Édouard Philippe ne l'a pas fait. Pardon, Édouard Philippe. Alors non, pour expliquer le vote de confiance, c'est quand un Premier ministre fait son discours de politique générale, il demande à la fin s'il a la confiance ou non des députés. Et traditionnellement en France, c'est pas obligatoire, mais traditionnellement, la quasi-totalité des Premiers ministres Dans l'histoire de la Ve République, l'ont fait. C'est-à-dire on demandait à l'Assemblée s'il y avait un vote de confiance ou pas. Certains peuvent choisir de ne pas le faire et il s'avère que généralement dans ces situations, mais pas toujours, des oppositions ont proposé une motion de censure. Voilà. Donc, par usage, il est d'usage que les parlementaires... Édouard Philippe a été le dernier à le faire. Ok. Je pensais qu'Elisabeth Borne Non, l'avait elle ne fait l'a pas aussi, fait. mais ça marche. Donc il est d'usage que des parlementaires d'opposition, je souligne, des parlementaires d'opposition, proposent une motion de censure. Et en l'occurrence, s'il est d'usage que les députés d'opposition la signent et la proposent, si le Parti Socialiste ne le fait pas, ça tend à poser des questions. Je ne dis pas que le Parti Socialiste est la béquille d'Emmanuel Macron ou la béquille du gouvernement, c'est pas ce que je dis. Le Parti Socialiste
est un partenaire de la Mais- France Insoumise. Mais ça tend à poser des questions. Mais nous verrons bien sur le vote du budget. Nous verrons bien si vous voulez. Non. Si vous voulez, hein. Non. Nous verrons bien sur le vote Pardon. du budget si nous arrivons à dégager des majorités sur des propositions de loi du programme du nouveau Front populaire. Et nous verrons à la fin si le gouvernement décide d'engager sa responsabilité par le 49.3, ce qui à mon avis le sera. Et nous verrons bien si les socialistes décident de voter la censure. On va dire que dans tous les cas, fin février, si on reprend le calendrier parlementaire et gouvernemental, fin février, il y aura le vote décisif sur le budget. Est-ce que le budget de la sécurité sociale est du budget global? Donc on verra bien si le gouvernement décide d'engager sa responsabilité, et on verra bien à ce moment-là qui prend sa responsabilité dans les députés de l'opposition pour décider de voter cette censure. Et on verra bien si à ce moment-là, si le Parti Socialiste le fera. Mais si le Parti Socialiste ne le fait pas, ça marquera un tournant dans l'histoire. On va du conclure, nouveau Front messieurs. Peut-être Maximilien, une dernière... Oui, mais vous voyez bien que là, il y a, comment dire, en fait, il y a une priorisation pour savoir qui est de gauche, qui va voter quoi, qui va se positionner comment, C'est pas ce que je dis, qui va censurer, etc. Je n'ai pas la Encore- prétention de dessiner qui est de gauche et Mais qui ne l'est pas. encore une fois, nous, on essaie juste d'arracher le plus de victoires possible pour les Françaises et les Français. Je crois que le Parti Socialiste et je crois que le socialisme en France et je crois que la gauche en France a comme devoir de suer tout ce qu'elle peut suer, de passer des nuits blanches entières s'il le faut, pour aller arracher le moindre euro qui permettra aux Français de vivre plus dignement, le moindre progrès social ou sociétal qu'elle peut arracher à n'importe quel gouvernement. C'est ce que d'ailleurs Lionel Jospin avait magnifiquement fait face à Jacques Chirac alors qu'il était en cohabitation. Mais le principe de la gauche, c'est d'essayer d'aller chercher le plus de victoires possible. Je me fous royalement de savoir s'il y aura une présidentielle anticipée ou pas, ou si la présidentielle aura bien lieu en 2027. Ce n'est pas mon calendrier. Oui, Mon bah, calendrier, il y a c'est il y a une instabilité politique et donc vous voulez pas la résoudre alors. Mais puisque... Il y a une instabilité politique qu'on peut résoudre par une présidentielle anticipée. Mais l'instabilité politique, c'est peut-être le 10e critère auquel je pense dans ma tête. La lutte contre le réchauffement climatique, les mesures sociales, les progrès pour les gens. Qui ne seront pas amenés par le gouvernement Bayrou. Ah bon? Dans son discours de politique générale, François Bayrou n'a quasiment pas mentionné la lutte justement contre la Il n'a rien mentionné. Il n'a pas mentionné. Donc à partir du moment où un Premier ministre, parce que une déclaration de politique générale, c'est une feuille de route. C'est une feuille de route que le gouvernement va tâcher de mener, entre gros guillemets. Il annonce, Oui. il annonce les mesures principales qu'il souhaitera apporter. Non, ou la méthode. Ou Et la là, méthode. François Bayrou a fait un discours de méthode en disant Voilà. qu'il était ouvert à tous les compromis. Mais en tout cas, il n'a pas mentionné la question de la lutte ou la question de la transition écologique. Non, parce que sommes c'était d'accord c'était dessus. pas un discours de mesure, c'était un discours de méthode. Mais c'est un discours de politique générale. Qui peut être soit un discours de méthode, soit un discours de mesure, on en revient là. Et donc là, il n'a pas annoncé des mesures, il a annoncé un discours de méthode. Oui, mais même dans la méthode, il ne mentionne pas la transition écologique. Donc dans tous les cas, il ne mentionne pas la transition écologique. Il mentionne que très peu la question sociale, notamment vis-à-vis des quartiers populaires. Il ne la mentionne que très peu. Donc pensez-vous, ou avez-vous suffisamment confiance, on dirait que c'est le cas puisqu'il n'a pas montré de vote de confiance, avez-vous suffisamment confiance au gouvernement Bayrou pour avoir des avancées sociales, des avancées sociétales, des avancées climatiques dans une instabilité politique? Moi, c'est pas mon cas, Mais Donc, c'est pour ça que je fais confiance au Parti Socialiste pour avoir la capacité faites à confiance à négocier. Concorde, messieurs. Pardon. Allez-y. On va Et juste conclure. Et je fais confiance au Parti Socialiste, aidé par les écologistes et aux communistes, qui, je vous le rappelle, ont dit qu'ils acceptaient maintenant de revenir à la table des négociations. Donc vous vous retrouvez encore une fois seul à pas soutenir les camarades de gauche qui essaient de tout faire, de vraiment tout faire pour obtenir des victoires. S'il vous plaît, C'est pas venez. C'est pas ce que les électeurs du Nouveau Front Populaire ont voté pour. Les électeurs du Nouveau Front Populaire n'ont pas voté pour des négociations. J'ai à pas la Bercy. prétention de parler au nom de tous les électeurs et toutes les électrices du Nouveau Front Populaire. J'ai pas la prétention de le faire. Par contre, j'ai l'espoir de croire qu'une augmentation de 200 € sur les pensions de retraite, que la baisse du prix des médicaments, qu'une augmentation légère du pouvoir d'achat. François Bayrou n'a pas parlé des salaires dans les négociations et je le dis très clairement, s'il n'y a pas des mesures sur les salaires qui sont annoncées dans le prochain budget, il y aura censure. Comme Olivier Faure l'a dit, c'est le seul et sur le réchauffement climatique. Mais on essaie d'obtenir des victoires concrètes pour le quotidien des gens. Et on a vraiment l'impression que la France Insoumise est focalisée sur la question de savoir si Emmanuel Macron va partir, sur la question de savoir quand aura lieu l'élection, sur la question de savoir qui va censurer, qui est dans l'opposition, etc. Je ne crois pas que dans la crise que nous traversons actuellement, pardonnez-moi de le dire, ce soit à la hauteur. Mais c'est tout. La première des victoires à obtenir, elle est celle que je vais vous proposer à travers la dernière épreuve. Dernière épreuve, c'est un grand mot, mais en tout cas, le dernier challenge, la dernière rubrique de cette émission, dans le vif.
Soyons vifs. Chers messieurs, vous avez 1 minute et pas une de plus. Chacun a sa caméra face à lui pour répondre à cette question qui finalement clôturera notre débat, clôturera nos discussions qui ont été riches ce soir et j'aurai l'occasion de vous remercier à la fin de cette rubrique. Est-ce que la réconciliation est possible après ce débat? Je lance cette bouteille à la mer et je vais demander à Maximilien de répondre en premier. La caméra est en face de toi, c'est celle-ci, de l'autre côté, juste celle-ci. Et après, bien évidemment, vos 2 interventions, j'appellerai au vote nos étudiantes, étudiants, nos viewers, nos aînés qui nous regardent ce soir sur Twitch. Maximilien, je t'en prie. Réconcilier veut littéralement dire, en latin, rétablir l'amitié et la concorde. Je pense que je ne partirai pas en étant un adversaire de celui avec qui j'ai débattu ce soir et j'espère que nous pourrons même cultiver des liens d'amitié. Ce que je crois, nous avons essayé de démontrer ce soir, c'est qu'il y avait une nuance sur la stratégie, peut-être, sur la tactique à adopter pour faire progresser les idées de gauche et les combats de la gauche au sein de la société, mais je reste intimement persuadé que la France Insoumise est un parti de gauche avec lequel il faudra travailler et j'espère que ce sera réciproque. Ce que j'aimerais surtout, c'est réconcilier vous, peut-être, avec la politique. On vous a démontré en juillet dernier, et ne l'oubliez jamais, que votre voix comptait, qu'il était possible de gagner, qu'il était possible de faire barrage, qu'il était possible de truquer la fatalité. Ne l'oubliez pas, parce que, et nous le voyons depuis 48 heures avec le retour de Donald Trump aux États-Unis, encore une fois, une démocratie c'est fragile et une démocratie ça meurt. Et on aura besoin de chacun et chacune d'entre vous, de manière très belle et au fond pleine d'espoir, pour agir et gagner encore plus fort la prochaine fois. Merci Maximilien. Mon cher Noah, c'est à toi. Alors, je pense que ces derniers mois, comme mon interlocuteur le dit, nous avons été capables de montrer aux Français, de montrer au monde que la gauche peut gagner lorsqu'elle est rassemblée. Lorsqu'elle est rassemblée autour d'un programme, autour d'une idée générale qu'il faut changer la vie des gens. Parce qu'aujourd'hui, les Français souffrent du manque du pouvoir d'achat, de la question du logement, de la question de la transition écologique, de la question aussi sociale. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons une différence stratégique sur la manière de faire. Mais je pense que nous nous rassemblons sur l'idéal commun. Des jours meilleurs, un monde meilleur pour les Français, pour nos jeunes, avec le démantèlement de Parcoursup, pour nos retraités, avec l'abrogation de la réforme des retraites qui passerait l'âge de la retraite de 64 ans à 60 ans, pour une 6e République, pour en finir avec l'instabilité démocratique et l'instabilité politique qu'Emmanuel Macron a décidé d'instaurer dans ce pays. Enfin, je pense que la France Insoumise et le Parti Socialiste ne sont pas deux gauches irréconciliables, mais je pense qu'elles sont deux gauches qui ont besoin de s'unir autour d'un programme et autour d'une clarté politique et mettre fin aux trahisons des électeurs. Merci messieurs. Le sondage va être lancé dans quelques instants. Vous allez pouvoir y répondre pendant les 3 prochaines minutes. L'occasion de vous remercier, messieurs, pour ce débat haletant, ce vif débat, mais démocratique évidemment d'une part, et d'autre part, 2 visions ont pu être vues ce soir. La vision du Parti Socialiste, et donc très bien défendue par Maximilien, et puis la vision de la France Insoumise, défendue par Noah. J'espère, chers viewers, que ce débat vous a plu, que ce débat vous a aidé, que ce débat vous a éclairé dans les positions de chacune et de chacun. Déjà. Comment ? On espère qu'ils nous ont entendus. Oui, alors on n'a plus de problème de son. Tout s'est très bien passé après la relance. Aucun problème ni de caméra ni de son. Le chat a bien marché, donc aucun souci. Et donc merci pour votre fidélité. On a eu une belle audience ce soir. Merci à vous deux. Revenez quand vous voulez. La porte est grande ouverte. La preuve, vous êtes déjà venus dans cette émission une première fois. Et on aura l'occasion évidemment de se retrouver très bientôt pour d'autres débats. On avait d'ailleurs prévu un débat sur les élections américaines, alors qui a dû être reporté parce que nos 2 invités n'ont pas pu venir demain soir, voilà, pour être transparent. Mais on aura l'occasion de vous revoir très bientôt, chers viewers. Un mercredi sur 2 d'ailleurs. Oui, Noah ? Je l'espère. Un mercredi sur 2 d'ailleurs, hein, puisque nous changeons de formule pour toujours plus de qualité. On va, pour le temps de produire les réels dont nous avons besoin, on va passer à un format tous les 15 jours, voilà, avec une nouvelle configuration. J'espère d'ailleurs qu'elle vous a plu, cette nouvelle configuration de voix off, et avec cette concentration sur nos 2 débattants de ce soir. Voilà, mon cher ami, est-ce que le
Le sondage a-t-il donné un résultat? Est-ce que nous pouvons annoncer? Je vais annoncer pour la première fois d'ailleurs. Ah, c'est pas encore fini, parce qu'il y a 50-50 pour l'instant, donc on va attendre les résultats. Messieurs, comment vous l'avez senti ce débat? Comment vous l'avez perçu de l'intérieur? Noah, d'abord. Bah, je pense que c'est un débat de fond. Voilà, je pense qu'il y a des divergences sur la stratégie. Après, c'est comme une famille, hein, la politique. Ah Hein, bah, il n'y a pas d'amitié sans chaleur. voilà, c'est ça. Le nouveau Front populaire, c'est comme une grande famille. On va dire qu'on a des divergences, mais qu'au fond, dans l'idée globale, dans l'idée finale, nous sommes rassemblés, nous combattons tous les deux pour un monde meilleur. Et j'espère qu'on pourra se retrouver sur les chemins de lutte, en manifestation, aussi, pourquoi pas en porte-à-porte, en tractage ensemble, pendant une élection municipale où, je l'espère, la gauche sera unie autour d'une liste commune et autour d'un programme de rupture. Je ne désespère pas. Et enfin, j'espère qu'on pourra mettre un terme à l'instabilité politique et démocratique que nous vivons aujourd'hui depuis plusieurs mois et au final depuis plusieurs années, par la démission d'Emmanuel Macron et par une présidentielle anticipée où nous pourrons demander une bonne fois pour toutes aux Français de choisir. Maximilien. Je dois dire que j'ai particulièrement apprécié ce débat et j'ai apprécié débattre avec toi particulièrement. Je crois ce soir que nous avons fait preuve de pédagogie. J'espère que tout le monde repart avec une idée plus claire de ce qui se passe en politique, des grandes lois qui arrivent, du fonctionnement des institutions, des stratégies qu'on peut adopter pour essayer de faire passer des victoires de gauche. J'espère aussi que, contrairement à ce qu'on a beaucoup pu lire, vous voyez-vous, ces derniers jours sur Twitter, à propos de tout ce qui se passait au sein du Nouveau Front populaire, vous comprenez qu'il s'agit d'une divergence, d'une nuance sur la stratégie à adopter, qui existe peut-être depuis l'origine. Mais encore une fois, quand l'essentiel est en jeu, et ça a très bien été rappelé, nous savons faire face. Lies Loufoque a été défendu ce week-end et il a fait une très belle campagne. Et ce sera peut-être mon mot de la fin. Saluer, d'ailleurs. Voilà, il a fait une magnifique campagne et la thématique qu'il portait, la protection de l'enfance, je vais vous le dire personnellement, aurait dû dépasser le cadre du Nouveau Front populaire et aurait dû être soutenue largement. Et j'aurais aimé que ce député-là, pour la thématique très particulière qu'il portait, la protection de l'enfance, et notamment de l'aide sociale à l'enfance, puisse aller à l'Assemblée nationale. Ce genre Et drame. exactement, donc voilà, au fond, ce que peut faire la gauche dans ce pays. Pour l'aide sociale à l'enfance, pour la protection des enfants, nous allons, on pourrait partir dès maintenant tous les deux, à les tracter pour la protection et l'aide sociale à l'enfance. Parce que c'est ça l'important, c'est ça l'essentiel. Et j'ai aucun doute sur le fait de pouvoir travailler avec la France Insoumise ou d'autres sur ces sujets fondamentaux. Quel beau message, messieurs, quel beau message pour conclure cette émission. Et d'ailleurs, je vais étayer mes propos avec le résultat de notre sondage. C'est un 50-50. Parfait. C'est une égalité parfaite. On a étiré le sondage jusqu'au bout, au-delà des 3 minutes. Et donc, un 50-50. Comment finir autrement, je ne sais pas, mais vraiment, merci encore à vous. Voilà. Voilà, magnifique. Mesdames, messieurs, à la semaine, alors pas la semaine prochaine, du coup, à dans 2 semaines, on l'espère. Et puis, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, avec toujours plus de contenu. On a eu une petite période de creux, mais ça va revenir gentiment. Bonne fin de soirée. Au revoir.